Notre histoire commence avec une femme qui pleure pendant que le narrateur dit qu'il y a des gens dans ce monde si malchanceux qu'on ne peut s'empêcher de les plaindre. On voit que cette femme essayait d'échapper à un monstre bizarre avec plusieurs bras qui attaquait d'autres humains autour d'elle. Le narrateur dit que Kang Sam était l'une de ces personnes. Puis on coupe à une scène d'un petit garçon regardant un reportage sur les attaques de monstres. Dans celui-ci, on voit que les parents de Kang Sam sont également morts alors qu'ils étaient en route pour aller le chercher à l'école. Comme si ce n'était pas assez grave, ses proches ont non seulement volé tous les biens qui étaient censés lui revenir, mais ont aussi abandonné le garçon dans la rue pour qu'il vive comme un orphelin. Mais vivre dans la rue a donné au garçon une détermination incroyable, se forçant même à manger de la nourriture avariée pour survivre. Petit à petit, il a réussi à trouver un emploi, commençant à étudier comme un possédé, ne dormant que 4 heures par jour entre le travail et l'école. Il était très talentueux et travailleur, mais le destin était toujours cruel et n'a jamais accordé une once de chance à notre malchanceux protagoniste. Une série de malheurs lui sont tombés dessus lorsqu'il est allé passer un test. Son appendice a éclaté et il a dû abandonner. Il a essayé de passer un autre test, mais le bus dans lequel il se trouvait s'est renversé à mi-chemin, et il a fini par arriver en retard et a raté le test. Un autre jour au hasard, il était sur le point de quitter la maison lorsqu'un vélo est tombé et a bloqué sa porte, l'emprisonnant à l'intérieur et lui faisant manquer l'école. Même s'il faisait de son mieux, un tas d'incidents malheureux comme ceux-ci continuaient de lui arriver, conduisant le protagoniste à une vie pleine d'échecs. Il était sur le point d'abandonner l'idée de devenir un chasseur ou d'obtenir un emploi décent, mais il avait encore un dernier espoir si tout le reste tournait mal. Cet espoir était l'éveil. Il y a des gens choisis par les dieux qui naissent avec des talents dormants, et quand ils atteignent l'âge de 20 ans, ces talents s'éveillent. L'éveil était la moitié du chemin pour devenir un chasseur, et c'est pourquoi Kang s'entraînait toujours autant qu'il le pouvait pour renforcer son corps pour le jour de son éveil. Mais il semble que même cela n'ait pas fonctionné pour le pauvre gars, car le jour de l'examen pour déterminer son rang de chasseur, il a reçu un rang F, le plus bas de tous. L'examinateur a expliqué qu'il n'avait aucune capacité, et que s'il y a 1% de personnes avec un talent naturel qui arrivent au sommet, le protagoniste ferait partie du 1% en dessous des pires. Pour empirer les choses, l'examinateur a même laissé échapper un petit rire face à la situation, et même s'il s'est excusé, tout cela a brisé l'esprit du protagoniste. Après tout cela, le temps passe et l'histoire coupe au présent, où le protagoniste a maintenant 25 ans. Nous voyons une créature ressemblant à un loup attaquer le protagoniste qui essaie de se défendre avec son bouclier. Son effort pour bloquer l'attaque est si intense qu'il finit même par se casser le bras. La créature charge sur lui, pleine de rage dans ses yeux, prête à l'achever avec ses dents. Mais le protagoniste attrape les pattes du loup et le regarde avec détermination, montrant qu'il ne se laissera pas abattre si facilement. Il agrippe le bras de la créature et le retourne vers le bas pour essayer de déséquilibrer le loup. Et alors qu'il tombe, le protagoniste lui donne un solide coup de genou directement sur le museau. La créature s'écrase violemment au sol, renversant tout sur son passage. Le protagoniste regarde ensuite quelqu'un et la supplie d'utiliser sa magie, par amour de Dieu, car les choses se gâtent pour lui. Cette personne commence à charger une boule de feu et appelle le protagoniste un bouclier humain, lui disant d'attendre car elle concentre encore sa magie. Kang réalise qu'il s'est mis dans une mauvaise situation. Il explique qu'il a formé une équipe avec ce mage et un autre tank, mais il regrette de l'avoir fait. Ils sont encerclés, et l'autre tank a déjà perdu un bras au milieu de tout ce chaos. En plus de cela, le mage qui est censé lancer des sorts pour infliger des dégâts aux monstres pour une raison quelconque, ne parvient pas à faire son travail correctement. Ces créatures à tête de loup sont appelées des gnolls, et même si ce ne sont pas des monstres forts, un mage de rang F a encore du mal à en battre seulement 200 l'aide d'un autre mage. Et nous voyons que l'un des gnolls se relève pendant que le protagoniste réalise qu'il a failli se faire tuer juste pour le fatiguer. C'est alors que le mage arrête enfin de tergiverser et finit de charger le sort, disant au protagoniste de se pousser. Il pointe son arc de feu sur les ennemis et dit qu'il va les achever avec une seule frappe. Le protagoniste et l'autre chasseur se sentent soulagés parce qu'il a enfin fini de charger pendant que les gnolls les regardent avec haine dans leurs yeux. Puis le mage tire finalement, et la flèche vole vers les deux monstres. Mais il rate, et la flèche frappe le sol avant même d'atteindre les ennemis, et il reste juste là sans rien comprendre. Le protagoniste panique et maudit le mage, disant qu'il a gaspillé de la magie en tirant la flèche sur le sol, et que maintenant ils sont foutus. Mais leur conversation est interrompue lorsque l'autre chasseur laisse tomber son épée par terre. Et quand le protagoniste regarde, le type est par terre presque dévoré par l'un des gnolls. Et maintenant sans son épée, il ne peut rien faire d'autre que demander de l'aide au protagoniste. Mais il est également occupé à combattre l'autre gnoll et dit au guerrier de tenir bon pendant qu'il est en route. Au milieu du chaos, il jette un coup d'œil sur le côté et voit que le mage a ouvert un portail et réalise qu'il s'enfuit et les laisse derrière. Le mage, avec le visage le plus éhonté possible, dit qu'il a vu qu'ils étaient tous les trois sur le point de mourir, donc au moins l'un d'eux devrait survivre. Et il se moque même du protagoniste, l'appelant un bouclier humain, ce qui le rend furieux. Le narrateur explique que le protagoniste était un tanker, généralement le rôle donné aux personnes sans pouvoir, et c'est pourquoi ils étaient aussi appelés des boucliers humains.
Personne ne serait surpris s'ils mouraient à tout moment puisqu'ils étaient considérés comme des outils jetables par les personnes de rang supérieur. Réalisant que c'est la réalité et que l'autre chasseur est sur le point d'être dévoré par le gnoll qui l'attaque, le protagoniste pense même à fuir à travers le portail qui est encore à moitié ouvert puisque mourir en essayant de sauver quelqu'un sans valeur serait une fin insensée à sa vie. Mais avant qu'il ne puisse traverser le portail, il est interrompu par quelqu'un qui dit qu'il a été choisi par quelqu'un nommé Asmoon, le dieu des épreuves et de la souffrance. Il ne comprend rien et reste juste debout devant ce mur pendant que nous voyons que cette personne est en fait une belle femme aux cheveux blancs. Le protagoniste se fâche et demande où est passé le portail, celui qui était juste là il y a un instant. Mais la femme pousse simplement un cri absurdement fort, disant qu'à partir de maintenant, il devra subir une épreuve pour payer le karma de sa vie passée. Kang ne comprend rien à ce qu'elle dit et ne peut que se couvrir les oreilles pour se protéger du cri explosif de la femme. Il se demande ce qu'elle voulait dire par vie passée, puis la femme saute du haut du mur et atterrit devant lui, fissurant le sol au passage. Le protagoniste n'a même pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer quand un gnoll apparaît derrière lui et le perce avec ses griffes. La femme le regarde alors dans cet état avec un sourire étrange et lui demande de faire le bon choix, s'il vous plaît. Puis l'histoire coupe à cet autre chasseur qui était attaqué par le gnoll. Il est toujours en vie mais a du mal à s'échapper. Il se demande où tout a mal tourné dans sa vie, et nous découvrons que son nom est Kim Shin-sik. Nous voyons ensuite un flashback de la vie de ce chasseur qu'il a vécu avec ses parents, mais son père était un ivrogne qui battait sa femme et incapable de le supporter plus longtemps, elle a décidé de les abandonner tous les deux. Mais il n'a pas fallu longtemps à son père pour mourir dans un accident de voiture, laissant Kim vivre avec sa grand-mère comme la seule famille qu'il avait. Avant que le monde ne soit attaqué par des monstres, Ken n'était qu'un garçon normal. Il vivait avec sa grand-mère et l'aidait comme il le pouvait quand il grandissait. Il travaillait comme n'importe quel employé salarié sans s'impliquer avec les chasseurs jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui devienne le tournant de sa vie. Sa grand-mère s'est effondrée à cause d'une maladie rare, et les médecins ont dit que le traitement serait très cher pour lui. Sans aucun moyen d'obtenir cette somme d'argent absurde, il a réalisé qu'il devait trouver une fortune d'une manière ou d'une autre, même si cela signifiait risquer sa propre vie. C'est alors qu'il a décidé de devenir un chasseur, mais il a également échoué à l'examen de chasseur quand il a eu 20 ans, donc les choses s'annonçaient mal pour lui. Mais sa grand-mère était la seule famille qu'il avait, et il allait faire tout ce qu'il pouvait pour la protéger. Donc avec beaucoup d'efforts, il a finalement réussi à devenir un chasseur. Mais ensuite, nous coupons au jour présent où il est attaqué et sur le point de mourir. Dans ses souvenirs, Kim regrette d'avoir accepté la proposition d'un mage de partir en mission, et il soupçonnait déjà que ce type l'abandonnerait à un moment donné. Sur le point de perdre la lutte de force contre le gnoll, il pense à ce que deviendra sa grand-mère une fois qu'il ne sera plus là pour l'aider avec son traitement. Mais soudain, le loup arrête d'attaquer, et nous voyons une épée le frapper juste près de l'oreille, mettant fin au monstre. Kim est en état de choc et n'a aucune idée de ce qui vient de se passer ou de la façon dont il est encore en vie. Et pour expliquer cela, l'histoire revient à quelques instants où Kang a été frappé par les griffes du loup. Cette femme le pointe du doigt et dit que dans sa vie antérieure, il était un démon, expliquant ainsi pourquoi sa vie actuelle est entourée de malheur. Le protagoniste ne comprend rien, pas même comment il est encore en vie après avoir encaissé ce coup, mais la femme pose simplement sa main sur la griffe du loup, et elle disparaît comme du papier. Il touche son ventre et réalise que la blessure de l'attaque du loup a déjà guéri comme si ça ne s'était jamais produit. Alors Kang demande à la fille ce qui se passe et s'il l'a blessé ou non. Elle explique encore une fois qu'il était un démon, et nous voyons brièvement une image de quelqu'un qui semble être le protagoniste dans une vie antérieure. Kang ne comprend toujours rien, mais la femme dit que croire ou non, c'est son choix. Mais elle avertit que s'il ne résout pas le problème avec son karma passé, il n'aura jamais une vie heureuse. Mais en accomplissant les épreuves, il peut purifier les péchés de son passé. Sans oublier qu'il gagnera des récompenses en fonction de la difficulté de l'épreuve. Il doit donc accepter cette mission car c'est la seule façon pour lui de vivre une vie heureuse. Elle court ensuite vers le protagoniste qui ne sait toujours pas quoi faire et dit qu'il est temps pour eux de commencer la première épreuve. La mission est d'escorter le chasseur Kim Shin-sik en toute sécurité hors du monde dans lequel il se trouve actuellement. Le protagoniste lui dit d'arrêter de dire des bêtises étant donné que les deux ensemble ne pouvaient même pas gérer les monstres avant, alors qu'est-ce qu'il est censé faire maintenant? Elle interrompt le garçon en sortant une étrange feuille bleue brillante, et dit que c'est sa récompense pour la mission. Retour au moment où Kim était sur le point de mourir, nous voyons le protagoniste courir vers les monstres avec une épée à la main. Les deux gnolls le remarquent, et l'un d'eux saisit déjà un morceau de bois se préparant à se battre. Alors qu'il charge vers lui, le protagoniste débouche quelque chose, un sort magique sort de l'intérieur. Cette épée que portait le protagoniste est entourée de cette magie, et nous voyons que c'est un sort qui rend sa lame absurdement plus tranchante. Avec sa nouvelle force, il continue de charger vers les ennemis, utilisant son bouclier pour bloquer leurs attaques. Il traverse le champ de bataille avec une vitesse qu'il ne savait même pas avoir, esquivant toutes les frappes entrantes. Finalement, il glisse sous l'un des monstres et tire son épée vers le haut. Il réussit un coup net qui perce complètement la gueule. Le monstre hurle de douleur, profitant de ce moment de distraction, le protagoniste porte le coup final avec son épée. Avec rage dans les yeux,
Il continue d'enfoncer son épée et de toutes ses forces tandis que l'ennemi essaie d'utiliser sa griffe pour le repousser. Mais c'est trop lent, et avant qu'il ne puisse saisir le protagoniste, il s'effondre vaincu au sol et pour ne plus jamais se relever. La griffe du monstre a réussi à légèrement blesser le bras de Kang, qui est soulagé qu'au moins l'un des gnolls soit à terre. Et dans ce moment d'inattention, l'autre gnoll manque de peu de mordre un morceau du protagoniste, mais il réussit à esquiver à la dernière seconde. Kang jure en réalisant que son épée est toujours coincée dans l'autre ennemi, et il devra trouver un moyen de la récupérer s'il veut gagner. Il entend la voix de cette femme dans sa tête, l'avertissant que les épreuves sont faites pour forcer une personne à risquer sa vie, et qu'il devrait garder cela à l'esprit. Il sort alors un petit poignard et décide d'affronter la bête quand même, sautant sur elle et lui disant de venir à lui avec tout ce qu'elle a. Il se défend contre la frappe de la griffe de l'ennemi, et à cause de son bras blessé, il manque de peu de faire tomber le poignard. Mais il s'accroche fermement et avec beaucoup d'efforts, il réussit à frapper la gueule à un endroit vital et enfonce la lame de toutes ses forces. Le monstre tombe et maintenant sans vie, et le protagoniste prend une inspiration, soulagé d'avoir enfin réussi. Mais il se souvient que Kim est toujours en danger, et il court récupérer son épée qui est toujours coincée dans le knoll. Après l'avoir attrapée, il la lance de toutes ses forces et réussit un coup parfait sur l'ennemi qui tient Kim, l'achevant d'un seul coup. Le protagoniste le regarde avec une expression soulagée puis s'effondre au sol, complètement épuisé après le combat. Mais avant cela, il reçoit un message dans son esprit disant que l'épreuve a été accomplie, et il recevra maintenant sa récompense. Le protagoniste finit alors par s'évanouir et est réveillé par quelqu'un qui le gifle et lui dit de se lever enfin. Lorsque la scène coupe, nous voyons que c'est cette femme qui a l'air impatiente avec le protagoniste et qui est déjà sur le point de le frapper s'il ne se réveillait pas. Kang est toujours hébété, mais la fille lui tend un morceau de papier, disant que c'est sa récompense pour avoir terminé la mission. Le protagoniste ne comprend pas et demande pourquoi ce n'est qu'un morceau de papier. Mais la fille se fâche et lui dit d'être reconnaissant parce qu'elle s'est donné la peine de l'imprimer pour lui. Sorti de nulle part, le papier se transforme en un écran de système de haute technologie, et la fille est surprise en disant que les temps ont vraiment changé, apparemment. Elle termine en disant qu'il n'a pas encore terminé la mission, et que la prochaine fois il ne devrait pas simplement s'évanouir sorti de nulle part, puis dit simplement au revoir et disparaît. Le protagoniste regarde de plus près sa récompense et réalise qu'il a reçu un tas de nouvelles capacités en même temps. Parmi elles, il y a une capacité de guérison 3 étoiles qui, en plus de guérir, lui permet également de sacrifier ses PV pour récupérer plus que d'habitude. Et l'autre est une capacité d'évolution qui augmente sa défense et dit que lorsqu'il atteindra 50 de puissance sacrée, il évoluera. Le protagoniste explique que la plupart des chasseurs n'ont que des compétences 1 étoile, les rangs des et plus peuvent apprendre des compétences 2 étoiles, et celles 3 étoiles sont réservées aux plus chanceux. Il est donc super heureux parce que ses efforts ont finalement été récompensés par une compétence puissante. Mais il se souvient alors que la fille avait dit qu'il n'avait pas encore terminé cette mission parce qu'il devait encore escorter Kim hors de cet endroit. Il va voir l'ami allongé sur le sol et s'excuse de s'être distrait et de l'avoir oublié, se demandant même s'il n'est pas déjà mort. Kang remarque qu'il est très faible, et il n'y aura pas assez de temps pour l'emmener à l'hôpital dans cet état. Le protagoniste se souvient alors de ses capacités de guérison et réalise que c'est exactement pourquoi il a reçu la récompense à l'instant. Il dit à Kim qu'il va aller bien, puis commence à utiliser sa magie sur lui. Son corps a été gravement blessé par les attaques du gnoll. La magie du protagoniste commence à guérir complètement toutes ses blessures. Après cela, la scène coupe vers l'extérieur au bureau de gestion des chasseurs. Nous voyons ce mage traître de tout à l'heure se diriger vers une pièce, se plaignant de la raison pour laquelle ils l'ont soudainement appelé là-bas. Il entre avec arrogance, leur disant d'en finir parce qu'il est pressé. Mais à l'intérieur de la pièce se trouvent plusieurs chasseurs qui confrontent le mage dont le nom est l'invocation de Moon, disant qu'ils doivent parler de la dernière mission qu'il a effectuée. Mais il n'était pas seul dans la pièce parce que le protagoniste était également là, et quand Moon le voit, il est déjà choqué de savoir que le gamin a survécu. Les chasseurs disent à Moon de s'asseoir pendant qu'il essaie de s'échapper par la porte, alors ils ordonnent plutôt qu'il soit maîtrisé. Le lâche essaie de courir dans le couloir, mais est abattu par une autre chasseresse, qui l'immobilise, disant qu'il a abandonné un camarade lors de sa dernière mission. Elle continue et explique qu'un commandant d'escouade qui abandonne ses camarades dans l'autre monde est un crime grave. Moon essaie de s'en sortir en demandant s'ils ont la preuve qu'il les a vraiment laissés là exprès. Mais la chasseresse lui montre un écran et dit qu'ils ont tout enregistré, il n'a donc aucun moyen de le nier. Parce que lorsque son sort a échoué, il n'a pas hésité une seconde à fuir, et cela sera utilisé contre lui au tribunal. Il commence à paniquer en apprenant qu'il a été enregistré, et dans la pièce d'un accent grave côté, le protagoniste écoute simplement tout. La chasseresse va lui parler et le remercie de son aide, disant que ses preuves aideront à résoudre l'affaire et ajoute que cela a dû être vraiment difficile pour lui de traverser tout cela. Selon elle, il y a eu de nombreux cas de personnes tuant d'autres chasseurs dans l'autre monde, mais avoir la preuve de ces cas était extrêmement rare. Mais le protagoniste dit que heureusement, il enregistre toujours toutes ses missions, et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait cette fois aussi.
Le narrateur explique qu'il était très facile pour quelqu'un de prendre la vie d'une autre personne dans l'autre monde, c'est pourquoi les chasseurs choisissaient toujours leur partenaire avec beaucoup de soin. Dans le cas de Moon, il a complètement perdu son sang-froid lorsque son attaque a échoué et a fui sans même se sentir coupable. Dans l'esprit du mage, ce n'était que des boucliers humains qu'il payait pour se sacrifier à sa place. Les chasseurs commentent qu'après avoir regardé les images, elle a vu que le protagoniste est beaucoup plus fort qu'un simple tanker de rang F, et a demandé pourquoi il travaille comme tel. S'il rejoignait l'armée, on lui donnerait des armes pour l'aider à combattre les monstres. Mais le protagoniste dit que les armes à feu ne fonctionnent pas bien contre les monstres plus défensifs. Et comme il a déjà traversé beaucoup de malheurs dans cette vie, il préfère ne pas prendre de risques avec ses armes, et c'est pourquoi il veut grandir en tant que chasseur à sa manière. Après cette conversation, le protagoniste quitte le bureau en se sentant soulagé tout en souhaitant que Moon passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais en chemin, il croise Kim qui reconnaît immédiatement le protagoniste. L'homme s'agenouille et le remercie de lui avoir sauvé la vie. L'histoire revient à quelques jours plus tôt, Kim se réveillant à l'hôpital après y avoir été amené par le protagoniste. Il commence à se souvenir de tout ce qui s'est passé et qu'avant de s'évanouir, il a vu Kang combattre les gnolls pour lui sauver la vie. Kim réalise qu'il n'aurait pas dû survivre et ne comprend pas comment le protagoniste a réussi à vaincre les monstres ni pourquoi il a été sauvé par lui. Mais il est interrompu par la voix de sa grand-mère, inquiète parce que le garçon est blessé. Elle le gronde, lui demandant pourquoi il est parti pour une mission aussi dangereuse pour elle, et lui demande s'il est devenu fou et s'il veut mourir avec elle. Kim lui dit de se calmer à cause de sa tension artérielle élevée et dit qu'il va bien, mais la vieille dame dit qu'il ressemble à un squelette vu son état. L'homme répond qu'au moins il est sorti vivant, mais sa grand-mère dit que si elle meurt, ce n'est pas grave parce qu'elle est déjà malade, mais qu'il ferait mieux de ne plus repartir en mission. Kim commence à se souvenir des bons moments qu'il a passés avec sa grand-mère et pense à la façon dont il veut vivre une vie heureuse et paisible à ses côtés. Et c'est alors que sa grand-mère le serre dans ses bras en pleurant et en le suppliant de ne pas gâcher sa vie comme ça. L'histoire revient ensuite au présent avec Kim parlant au protagoniste dans la rue, toujours en s'inclinant devant lui et en faisant toute une scène. Kim remercie le protagoniste qui répond que dans l'autre monde, on ne peut compter que sur ses coéquipiers, donc il n'avait pas d'autre choix que de lui sauver la vie. Kang dit qu'il avait peur aussi, et qu'il n'est pas une sorte de héros courageux comme Kim le pense. Mais l'homme continue de le regarder avec admiration, ce qui met le protagoniste mal à l'aise, et il lui dit d'arrêter. Le protagoniste se souvient qu'il ne peut pas simplement le dire à Kim, et qu'il ne l'a sauvé qu'à cause d'une mission, et il ne s'attendait pas à ce qu'ils se croisent à nouveau. Alors il essaie de s'éclipser discrètement, mais Kim demande au moins de le rembourser pour l'aide. Mais avant qu'il ne puisse demander quelle serait la récompense, une fois de plus, le protagoniste entend la voix dans sa tête. Elle dit qu'un nouvel essai a été reçu et lui explique la maladie de la mère de Kim, et dit que le protagoniste devra faire un don de 150 millions wons pour couvrir l'opération. Le protagoniste, en entendant tout cela, se demande pourquoi il devrait encore plus aider ce type. La voix dit que la récompense pour cela sera une augmentation de statistiques et une nouvelle compétence, une étoile. Le protagoniste vérifie son compte bancaire et réalise qu'il a l'argent, mais c'est tout ce qu'il a réussi à économiser après des années de travail. Il se sent vraiment triste à ce sujet puisque c'était toute la fortune de sa vie. Mais se souvenant de la fille disant que cela nettoierait son karma, il décide de faire le don. Elle explique que puisqu'il a accepté de suivre ce chemin d'épreuve, il veut faire marche arrière. Il perdra toutes les récompenses et obtiendra un karma encore pire, au point qu'il pourrait finir dans un état végétatif pour le reste de sa vie. Et le simple fait d'y penser fait réaliser au protagoniste qu'il n'a pas d'autre choix que de mener à bien les missions. Le protagoniste dit que la récompense qu'il obtiendra sera peut-être faible, mais s'il ne le fait pas, il ne pourra jamais relever les épreuves futures non plus. Il pense à la rentabilité de la profession de chasseur et que s'il devient un chasseur renommé, il pourra récupérer ses 150 millions de wons en un rien de temps. Dans sa situation actuelle de chasseur de rang F, il ne peut même pas accéder au marché des chasseurs, donc obtenir au moins une nouvelle compétence est un avantage. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, il décide d'appeler l'association des chasseurs, fait le don et reçoit sa nouvelle compétence, qui ne nous est pas encore révélée. La scène passe ensuite à un test en cours et l'examinateur appelle les participants à s'avancer. Il explique qu'il s'agira d'un test à l'intérieur de la réalité virtuelle, où les participants contrôleront des personnages prédéfinis pour tester leurs capacités. Les personnages auront des classes et des rôles spécifiques, et l'objectif est de mener à bien des missions en fonction de ces rôles, et il est inutile de se plaindre du rôle que vous avez obtenu. L'examinateur explique que si vous êtes qualifié, votre personnage aura ce qu'il faut pour mener à bien la mission, mais si vous échouez, ce ne sera pas la faute du personnage. Il appelle ensuite le nom du protagoniste et dit que, par coïncidence ou non, il a été affecté au rôle de tanker du groupe. De plus, sa mission est de résister à une attaque de gnolls pendant 5 minutes, ce que le protagoniste a déjà fait une fois. Le système lui donnera une épée et un bouclier, et toutes les statistiques des personnages seront bloquées à 30. Il souhaite bonne chance au protagoniste et l'envoie dans l'environnement virtuel. À l'intérieur, il ne lui faut pas longtemps pour rencontrer 4 gnolls qui le regardent déjà et se préparent à charger. Pendant que les examinateurs observent le combat de l'extérieur,
le protagoniste pense à la difficulté qu'il a eu à augmenter ses statistiques, ne serait-ce qu'un peu. Maintenant, il a enfin une statistique qui atteint 30, la même que dans le test. Et pendant qu'il pense à ça, l'un des examinateurs semble s'intéresser à lui. Le protagoniste a acquis la compétence de bouclier gardien, qui est parfaite pour les tankers, et décide que c'est le meilleur moment pour tester si elle fonctionne bien. Les gnolls chargent sur lui, mais le protagoniste reste ferme et est presque mordu par l'un d'eux. Il bloque la morsure avec son bouclier, mais un autre gnoll apparaît derrière lui et attaque avec ses griffes. Le protagoniste saute et parvient à esquiver à la dernière seconde, évitant de justesse une entaille directe au visage, bien que le monstre finisse par frapper le sol à la place. Il s'approche ensuite de la créature et lui donne un coup de pied dans les côtes, projetant le monstre au loin et le faisant s'écraser sur un autre à proximité. Une autre attaque vient d'en haut, mais le protagoniste est alerte et se défend avec son épée et son bouclier. Il réalise que le fait d'avoir toutes les statistiques du personnage à 30 est en fait une bonne chose, car le personnage est plus fort et plus réactif que son corps réel. En combinant cela avec sa propre expérience de combat, le protagoniste parvient à mieux gérer les gnolls cette fois, attirant une fois de plus l'attention de l'examinateur. L'un des opérateurs a commencé à dire que la capacité du protagoniste à lire et à réagir aux situations est très impressionnante, et parmi tous les candidats, il est le plus compétent. Même s'il n'est qu'un tanker, le protagoniste continue de se battre en utilisant son bouclier pour bloquer les attaques des gnolls. Et au milieu de tout cela, il en jette un au loin, ce qui ne fait que rendre la créature encore plus furieuse. Mais le monstre remarque 3 autres PNJ qui passent et décide d'ignorer le protagoniste et de les poursuivre. L'examinateur dit que l'un des objectifs du test de tanker est de voir dans quelle mesure le protagoniste peut protéger ses alliés et se demande s'il a même remarqué les PNJ là-bas. Le gnoll charge alors sur eux, mais c'est alors que le protagoniste utilise enfin sa compétence, le bouclier gardien, qui attire automatiquement l'attention de tous les gnolls vers lui en même temps. Étonnamment, le protagoniste parvient à bloquer les 3 attaques, dont une qu'il bloque par derrière avec son épée. Les examinateurs sont impressionnés, et le protagoniste explique dans son esprit que cette capacité est destinée à rediriger l'agression de l'ennemi et à l'attirer vers l'utilisateur. Il dit qu'Asmund, dans le processus de nettoyage de son karma, le force progressivement à jouer d'une manière plus altruiste, en se sacrifiant pour le bien du groupe. Le rôle du tanker est de se tenir en première ligne pour protéger le groupe, et si quelque chose tourne mal, ils sont les premiers à tomber, c'est pourquoi il y a une telle demande de tankers supplémentaires. Il fut un temps où les gens voulaient être des tankers parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Mais avec le temps, les gens ont commencé à éviter cette profession parce qu'elle était trop dangereuse. Le risque était élevé, mais la récompense était tout aussi élevée. Et pour le protagoniste, c'était la profession parfaite pour lui. Pour lui, c'était bien mieux que de tout miser sur une vie de bureaucratie et de paperasse comme les autres emplois. Le style de vie de tanker lui convenait beaucoup mieux. Le protagoniste s'est tellement perdu et a pensé que, sans même s'en rendre compte, le test était déjà terminé et les monstres avaient disparu. Sa priorité maintenant est d'être promu et de laisser derrière lui le rang F, car à ce rang, il ne peut même pas participer à des raids de haut niveau, et d'ailleurs, il veut se débarrasser de la mauvaise réputation d'être de bas rang. Et c'est alors qu'il lève les yeux vers le grand écran affichant les résultats, et nous voyons que tout le monde est choqué par le résultat du protagoniste, un impressionnant rang S+, un score parfait. La scène passe à l'association des chasseurs, où l'un des examinateurs en fait échouer un tas de personnes et les traite tous de pathétiques. Il dit que ces gens ne peuvent même pas réussir un test de base. Alors, à quoi pensait-il en postulant en premier lieu? L'examinateur demande s'ils ne connaissent pas leurs propres limites puisque le champ de bataille n'est pas un terrain de jeu pour qu'ils s'amusent. Tout en disant cela, il se souvient d'un événement traumatisant de son passé, mais il perd sa concentration lorsqu'il voit un fichier qui attire son attention. Il est surpris par le dossier du protagoniste, disant qu'il a démontré le comportement idéal d'un tanker, et en plus de cela, il n'a pas encaissé un seul coup pendant tout le test. De plus, il a protégé ses alliés de manière magistrale après avoir attiré les monstres vers lui, et c'est le plus haut niveau attendu dans les épreuves de base. Mais ensuite, l'examinateur est appelé par un autre membre du personnel, et nous découvrons qu'il est également chef d'équipe. De retour au test, une chasseuse explique que lors de la prochaine phase, les participants seront divisés en équipes de 5 personnes, et 2 de ces équipes feront un essai de combat. Ils seront téléportés dans une zone de rang E, et pour réussir, ils devront éliminer tous les monstres de cette zone, et seuls ceux qui montrent de bonnes performances avanceront. Chaque participant sera envoyé dans une zone aléatoire, et ils ne découvriront qui sont leurs coéquipiers que lorsqu'ils y arriveront. Les chefs d'équipe seront aussi assignés au hasard. Elle commence à annoncer les noms des chefs d'équipe. L'équipe 1 sera menée par un garçon blond nommé Minyamo. L'équipe 2 sera menée par un garçon nommé Jio Ambule, et personne ne sait comment il a fini à ce poste vu qu'il transpire déjà nerveusement. Il décide que les 2 chefs vont jouer à pierre, papier, ciseaux pour savoir qui choisira les membres de l'équipe en premier. Minyamo gagne et est appelé pour choisir quelqu'un pour son équipe. Il décide que le premier membre devrait être un tank, et Joe Ambiel commente qu'avoir une ligne de front solide rend les raids bien plus faciles tant que le reste de l'équipe peut gérer ses rôles. Min choisit un gars super musclé pour être le tank de son équipe.
Quand c'est au tour de Joe de choisir, il devient encore plus nerveux et réalise qu'il ne reste que 2 membres. Il regarde Kang-san et demande s'il est vraiment un tank vu qu'il est si maigre, mais au moins quelqu'un qui peut faire office de tank c'est mieux que rien, donc il le choisit pour l'équipe. La sélection de l'équipe continue un peu jusqu'à ce qu'elle se termine enfin et que les équipes soient complètes. L'examinateur explique qu'en vrai combat, personne ne les protégera, donc ils devraient utiliser la prochaine pause de 30 minutes pour se préparer au test et apprendre à connaître leur équipe. L'équipe de mine célèbre le fait qu'ils ont une ligne de tank solide, et le chef dit que si tout le monde reste à son poste, tout ira bien, et ils commencent à planifier leur stratégie. Pendant ce temps, dans l'équipe du protagoniste, les choses ne semblent pas très bien se passer, et l'atmosphère est affreuse. Voyant que le chef était trop nerveux pour parler, le protagoniste entame une conversation et demande s'ils vont aussi planifier une stratégie. En entendant ça, Joe commence maladroitement à crier, essayant de motiver l'équipe en demandant si quelqu'un a déjà une stratégie en tête. Pendant qu'il parle, le même examinateur continue de regarder le protagoniste. Il commente le pass du protagoniste et les tests qu'il a ratés, disant qu'il a du potentiel mais manque de talent. Puis les 30 minutes sont écoulées, et les examinateurs annoncent que le test est sur le point de commencer. La scène coupe ensuite à l'intérieur de l'environnement virtuel, et nous voyons l'équipe de mine marcher à travers un champ herbeux, chacun portant les tenues des classes qui leur ont été attribuées. C'est alors que le tank devant crie à tout le monde de se baisser, et nous voyons un ennemi apparaître de nulle part et frapper son bouclier. Mine crie à tout le monde de se rassembler, disant qu'il y a un groupe d'orques armés devant eux. Le tank utilise sa compétence appelée corps de fer, qui augmente sa défense et continue de bloquer les attaques des orques. Mine montre qu'il est un bon chef et ordonne aux soigneurs de booster et soigner les tanks quand c'est nécessaire, et dit aux autres d'attaquer les orques. L'archer tire une flèche sur un des orques qui la bloque facilement avec sa main. Mais ce n'était qu'une distraction, pour que l'épéiste puisse arriver bas et frapper avec sa lame. L'ORC se défend et leurs armes s'entrechoquent. Un des orques saisit l'occasion d'essayer de frapper l'épéiste par surprise avec sa hache. Réalisant que ça allait arriver, le tank utilise bouclier gardien, la même compétence que le protagoniste a utilisé plus tôt, qui attire l'attention de l'ORC maniant la hache qui charge le tank, et les deux engagent un affrontement entre hache et bouclier. Bientôt, les 2 autres orques rejoignent l'attaque, tous les 3 chargeant le tank en même temps qui fait tout ce qu'il peut pour les retenir. Mine explique dans sa tête qu'il pourrait sembler qu'il galère, mais avec les boosts et les soins des soigneurs, il devrait pouvoir tenir encore un moment. Donc lui et l'archer saisissent cette chance d'essayer d'attraper les orques par surprise. Tout semble se passer comme prévu, jusqu'à ce que Mine entende un grognement de loin et se fiche soudainement, ne sachant pas quoi faire. Quand il lève les yeux, une horde d'orques arrive vers eux, tous lourdement armés. Il compte et voit 8 orques de plus approcher. Il semble que les 3 premiers n'étaient qu'une patrouille de reconnaissance. Il en attaque un et s'enfuit, ordonnant à tout le monde de reculer derrière le tank. Ce tank, dont on apprend maintenant le nom, Junsu, a du mal à maintenir les 3 orques en place et est sur le point de perdre son bouclier. Le héros lui crie dessus, disant qu'il doit tenir la ligne de front sinon ils vont tous mourir immédiatement. Pendant ce temps, les examinateurs regardent tout depuis une certaine distance en utilisant leur drone. Donc un d'eux prend un micro et commence à leur parler. Il explique qu'il y a quelque chose que les participants négligent habituellement. Le système de classement du gouvernement n'est pas juste pour honorer les hunters. C'est aussi pour assurer le niveau de compétence de chaque rang. Les gens font confiance à un hunter de rang E pour gérer les missions de rang E parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Un tank de rang F qui galère à combattre des orques était prévisible. S'il pouvait soloter ces orques maintenant, il passerait un test pour un rang supérieur à eux. Ce qu'il voulait dire, c'est que pour réussir ce test, il ne suffit pas qu'une seule personne soit compétente. Tout le monde doit être compétent, sinon ils vont tous échouer ensemble. Mid, qui est presque en train de s'effondrer, dit que l'examinateur a raison, et si le tank tombe, ils vont tous rater le test. Il ordonne aux soigneurs de tout donner pour maintenir le tank en vie et dit que pendant qu'ils font ça, lui et les attaquants vont prendre les orques à revers. Min charge en avant et frappe un des orques avec son épée, se faisant presque toucher par la contre-attaque de l'ennemi. Pendant ce temps, le tank encaisse plusieurs coups et est sur le point de perdre son bouclier. La bataille continue avec l'archer qui envoie des tirs sur les orques pour attirer leur attention, et les soigneurs qui font leur travail. Jusqu'à ce que, après beaucoup d'efforts, ils réussissent à terminer le test et à sortir de l'environnement virtuel. Le tank, qui est le premier à sortir, s'effondre à genoux sur le sol, complètement inconscient et blessé. Les autres participants sont choqués de le voir comme ça, et une infirmière apparaît pour lui prodiguer les premiers soins. Le reste de l'équipe est complètement épuisé aussi, mais au moins ils sont félicités pour avoir réussi à terminer le test. Alors que le tank est emmené sur une civière, l'annonceur dit que c'est maintenant au tour de l'équipe du protagoniste. Joe, voyant tout ça, se fige immédiatement et commence à se demander s'ils vont vraiment s'en sortir. Lui et son groupe traversent le portail directement dans un marais, et Joe pense que leur tank est encore plus faible que celui de l'équipe 2, donc il va devoir le mettre en première ligne. Et on voit que non seulement lui, mais le reste de l'équipe y pense aussi pendant qu'il marche dans la boue. Pendant ce temps, le protagoniste est profondément concentré quand, sorti de nulle part, ils entendent quelqu'un piétiner lourdement sur le sol.
Joe crie pour avertir tout le monde que quelque chose approche et leur dit de se mettre en formation tout en tirant ses flèches, et c'est alors qu'un gobelin armé saute vers eux et atterrit dans la boue. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, les membres du groupe commencent à sentir leurs pieds s'enfoncer dans la boue. L'examinateur continue d'observer le test et explique qu'habituellement les hunters analysent attentivement le terrain avant chaque mission. Mais dans ce test, ils n'auraient pas cette chance et devraient s'adapter à l'environnement en pleine mission, alors que les gobelins n'avaient pas ce problème. Réalisant que les choses ont mal tourné, les membres du groupe essaient de reculer pendant qu'un gobelin arrive en volant avec un couteau pour frapper quiconque se trouve sur son chemin. Mais son couteau frappe son bouclier, et nous voyons que Khan-san s'est avancé pour bloquer le coup. Il enfonce son épée dans le gobelin, le forçant à reculer, maintenant blessé. Khan leur dit ensuite de se calmer pour qu'ils puissent répondre aux attaques du gobelin. Un des gobelins tire son arc et vise le protagoniste qui dévie la flèche avec son épée, puis réalise que les gobelins coordonnent leurs attaques. En regardant de plus près, il remarque qu'il y a un hobgoblin qui les contrôle depuis quelque part. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance parce qu'il avait la compétence parfaite pour cette situation. Il active ensuite sa compétence appelée Volonté du gardien, qui augmente la défense et la régénération des PV en fonction du nombre d'ennemis présents. Ça lui donne assez de force pour envoyer les gobelins voler sans même avoir besoin de beaucoup bouger. L'examinateur et les autres membres de l'équipe du protagoniste sont incrédules face à ce qu'ils voient. Joe saisit l'occasion de crier à tout le monde d'attaquer ensemble, et ils ne perdent pas de temps. Ils commencent à vaincre les gobelins un par un, tous inspirés par la force du protagoniste qui commence à remarquer que sa compétence s'affaiblit à mesure que les ennemis disparaissent. Sa défense et sa régénération diminuent moins il reste d'ennemis sur le terrain, et le protagoniste trouve cette capacité assez intéressante. Mais ce n'est pas fini, car le protagoniste sent un tremblement de terre et dit immédiatement à tout le monde de reculer. Il lève son bouclier pour bloquer l'attaque, mais en regardant, il voit que c'était une attaque d'un ORC de haut niveau, et personne ne comprend pourquoi il se trouve dans une zone de rang E. C'est un monstre de rang D, donc le groupe pense que quelque chose a du mal tourné avec le test. Il se prépare à essayer de se retirer, mais lorsque le protagoniste regarde l'épaule de l'ORC, il voit Asmund assis nonchalamment dessus. Alors que le protagoniste se demande pourquoi elle est apparue soudainement là, on voit que même les examinateurs n'étaient pas au courant de ce monstre. Il contacte un chasseur qui supervisait le test, et il dit qu'ils ont vérifié 3 fois auparavant mais n'ont trouvé aucun signe de cet ORC. Ce chasseur et ses partenaires disent qu'ils vont arrêter le test car ils ne peuvent pas regarder davantage de participants se faire éliminer cette fois-ci. L'examinateur qui s'intéressait au protagoniste leur dit d'attendre et de voir ce qui se passe. Mais l'examinateur avec des lunettes dit qu'il doit être fou car les médias les surveillent de près depuis les derniers incidents où des chasseurs ont été éliminés. Le chasseur, dont on découvre qu'il s'appelle Kim Jung-min, dit qu'il comprend les inquiétudes, mais il sait ce qu'il fait et n'est pas du genre à prendre des décisions imprudentes. Il dit même que si les choses tournent mal, il interviendra lui-même pour arranger ça, donc il ne devrait pas s'inquiéter et devrait donner plus de temps au groupe. Mais 2 autres examinateurs pensent qu'il doit plaisanter car Myung-min avait déjà été expulsé du champ de bataille à cause de ce genre de comportement. Même avec le risque que davantage de participants soient éliminés, l'examinateur avec des lunettes est d'accord et dit seulement que Myoman devra assumer l'entière responsabilité si quelque chose arrive. De retour au protagoniste, Asmund, qui semble s'être réveillé, dit que c'est le 3e essai du protagoniste, et il doit s'assurer que tous les membres de son équipe survivent. Si quelqu'un est éliminé par l'ORC, sa vie retombera sur les épaules du protagoniste, et il réalise que sa voix est seulement dans sa tête, et que personne d'autre ne peut entendre ou voir la fille. Elle termine l'explication en disant que si l'un demeure, tout le karma reviendra sur le protagoniste. Mais puisqu'il a déjà vécu quelque chose de similaire, il s'en sortira très bien maintenant. Avant que le protagoniste puisse en demander plus, Asmund dit au revoir et lui demande de faire de son mieux, disparaissant au milieu de l'attaque à la hache de l'ORC. Le protagoniste manque de prendre le coup en plein visage, mais parvient à esquiver à la dernière seconde, et le coup frappe la boue. Ça va être une bataille difficile. Il se plaint parce qu'il vient de devenir un rang E, et maintenant ils le font déjà combattre un monstre de ce niveau. Il maudit Asmund et dit qu'elle et tout le monde veulent qu'il disparaisse à cause du karma de sa vie passée. Malgré tout, abandonner n'est pas une option pour le protagoniste, et il dit à tout le monde de se préparer à attaquer, car il va retenir les attaques de l'ORC. Il lève son bouclier tandis que l'ORC lève sa hache, prêt à le frapper de toutes ses forces. Alors que l'ORC marche en projetant de la boue partout, le protagoniste se prépare à encaisser le coup. Il esquive ensuite à la dernière seconde, et l'épée à la main charge sous l'ORC. La créature le remarque et pleine de rage balance sa hache vers le protagoniste, mais le garçon parvient à esquiver en tournant en arrière. À ce moment-là, il sent le vent fort du mouvement de la hache de l'ORC, et juste ça suffit à lui faire réaliser qu'un seul coup de l'ORC serait la fin pour lui. Joe, même si elle a peur, tire une flèche et crie à l'équipe que le tanker se bat pour les protéger, ils doivent donc se battre aussi. Mais tout le monde là-bas avait déjà abandonné il y a longtemps et est presque paralysé par la peur. L'un d'eux se demande même s'ils ont perdu la tête au milieu de cette situation. Le gars blâme même le protagoniste, disant que s'il ne s'était pas jeté devant, les examinateurs auraient déjà arrêté le test. Et au lieu de faire quelque chose,
il reste là à se demander ce que fait l'administration, tandis qu'on voit Meoman observer silencieusement tout. Joe saute et tire ses flèches sur les gobelins, en éliminant deux au passage. Les deux autres chasseurs, même s'ils ont peur, aident toujours dans la bataille. L'un d'eux fait léviter un arbre et le jette sur l'ORC. Le monstre se retourne après avoir été touché par Joe et essaie de les charger, mais est arrêté par le protagoniste, qui utilise son épée pour blesser son pied. Même en attaquant avec tout ce qu'ils ont, l'ORC ne tombe pas et devient plus en colère au point d'entrer en mode berserker. Le protagoniste n'arrive pas à croire qu'un monstre comme ça puisse encore entrer dans ce mode. Mais quand il s'y attend le moins, l'ORC l'attaque à une vitesse absurde. À ce moment-là, on ne peut pas voir ce qui est arrivé à Cagne, tandis que Meomin regarde juste et Gio ne peut que crier le nom du protagoniste. Puis, après tout le chaos, on voit que le protagoniste a été projeté au loin par le coup de l'ORC. Il essaie de se relever, mais l'ORC apparaît rapidement devant lui et lui donne un coup de poing que le protagoniste bloque avec son bouclier. Mais l'ORC utilise sa main libre pour frapper le protagoniste avec le manche de la hache, le faisant tomber au sol. L'examinateur avec des lunettes dit que les choses sont déjà allées trop loin et qu'il devrait intervenir immédiatement, mais Meng Min continue d'observer en silence. Pendant ce temps, le protagoniste parvient à s'échapper de l'ogre et glisse, portant un coup à la jambe du monstre avec son épée. Mais comme il est déjà complètement épuisé, la compétence d'aura de guérison du protagoniste s'active, et ses PV commencent à se régénérer. Cependant, même cela n'a pas suffi à guérir son épuisement. Pendant que ses coéquipiers lui demandent s'il va bien, le protagoniste commence à se demander s'il ne devrait pas simplement abandonner. Mais après y avoir réfléchi, il réalise que la clé de la victoire est simplement d'empêcher l'ORC de franchir un certain point. Alors il rassemble toute la motivation qu'il lui reste et dit qu'il va retenir l'ORC là jusqu'à la fin pour que tout le monde puisse s'en sortir vivant. Il crie à ses compagnons, leur disant de ne pas s'inquiéter et de continuer à se battre, disant qu'il peut endurer ça. Au milieu du désespoir de l'examinateur et des orques tombés, le groupe du protagoniste continue d'attaquer l'ORC. Kang réalise alors que l'ORC est également fatigué et dit à tout le monde de tenir bon encore un peu parce qu'ils peuvent gagner. Mais l'ORC est aussi en colère qu'il est fatigué et assène un autre coup puissant au protagoniste, l'envoyant voler à nouveau. Maintenant, le groupe est déjà habitué au mouvement de l'ORC et profite de l'ouverture pour le bombarder d'attaques. Après tant d'attaques, l'ORC finit par tomber à genoux, et Joe commence à se sentir soulagé, disant qu'ils ont gagné. Mais soudain, l'ORC pousse un autre rugissement et jette sa hache sur le protagoniste avec toute la force qui lui restait. Joe crie au protagoniste d'être prudent et Kang se prépare, se demandant s'il sera capable de le bloquer. Mais à mi-chemin, il réalise que quelque chose ne va pas et que la hache ne le visait pas réellement. La hache se dirigeait en fait vers le chasseur qui s'était plaint du protagoniste plus tôt, et à cause du chaos de la bataille, il avait complètement oublié que le gars était même là. Voyant cela, le protagoniste panique immédiatement car il se souvient que si une seule personne tombe, il subira une pénalité sur son karma. Alors il essaie de courir vers son coéquipier, mais la scène coupe et on ne sait pas ce qui s'est passé. On voit ensuite l'examinateur avec des lunettes s'excuser pour ce qui s'est passé, disant que c'était leur erreur, et qu'ils les indemniseront tous pour le risque qu'ils ont pris. Joe et les autres chasseurs se plaignent en disant qu'ils savaient que ça ne pouvait être qu'une erreur, mais le protagoniste se sent coupable parce que tout est arrivé à cause de son karma. Étonnamment, Meoin s'excuse aussi et dit qu'il assumera l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Mais quand la scène coupe à nouveau, on voit que le chasseur apparaît vivant derrière lui, laissant un mystère sur ce qui s'est réellement passé à la fin du test et comment il a survécu. L'examinateur appelle le protagoniste et dit qu'il veut avoir une conversation privée avec lui. Alors le protagoniste est emmené dans une autre pièce où on lui sert du thé et des gaufres à manger. Meoman commence par demander s'il est vrai qu'il a toujours travaillé comme bouclier humain au cours des 6 dernières années, et le protagoniste confirme. Il dit qu'il a été impressionné par la capacité du protagoniste à s'adapter aux situations, et pendant un moment, a cru qu'il était déjà assez bon pour vaincre un York de rang. Le protagoniste comprend enfin pourquoi ils ont passé autant de temps sans rien faire, et même Asmoon n'est pas intervenu. L'homme en vient alors directement au fait et dit que son objectif est de faire rejoindre au protagoniste les Rangers, qui est le groupe dont il fait partie. Il explique que pour l'instant il ne fait qu'agir en tant qu'examinateur, mais qu'il redeviendra rangé dans quelques mois et dit même qu'il peut enregistrer le protagoniste s'il le souhaite. De cette façon, il pourra travailler comme employé à temps plein, ou s'il préfère, il pourra travailler pour lui comme mercenaire. Il dit qu'il a été impressionné, et on découvre ce qui s'est passé dans la forêt à la fin du test. Le protagoniste a réussi à pousser son coéquipier hors du chemin à la dernière seconde et a encaissé le coup de hache de l'ORC directement dans la poitrine. Il est tombé à la renverse, et ses coéquipiers ont craint qu'il n'ait été éliminé. Mais alors sa capacité de volonté de gardien s'est activée, et il a été guéri et a gagné un boost de défense. New Minute dit que n'importe qui n'aurait pas pu faire ça et demande encore une fois s'il veut rejoindre les Rangers, lui offrant un contrat à signer. Kang n'arrive pas à croire qu'un groupe aussi renommé que les Rangers, qui ne recrute que des cas spéciaux, ait décidé de le recruter. Il a du mal à croire que c'est réel et pense à signer, mais s'arrête et décide d'y réfléchir plus attentivement.
Étant donné que les Rangers combattent les monstres envahisseurs et voyagent parfois dans d'autres mondes pour leur mission, ce serait l'endroit idéal pour qu'Asmund embête le protagoniste. Et en parlant d'elle, au moment où le protagoniste touche le contrat, ses lettres changent, et un message apparaît disant que la 4e épreuve est sur le point de commencer. Il doit rejoindre les Rangers et se consacrer à la protection du monde. S'il réussit, il recevra une nouvelle information spéciale, donc le protagoniste, sans choix, décide d'accepter. Le protagoniste se frotte même les yeux pour vérifier s'il a bien lu. Et ce faisant, il voit une autre page indiquant qu'il peut terminer cette épreuve simplement en acceptant l'offre. Il est énervé contre Asmund parce qu'elle ne l'a même pas laissé lire le contrat d'abord. Et s'il y a quelque chose de pire dans le contrat de Myoman? Sans rien d'autre à faire, il accepte l'offre, et Myoman est surpris qu'il ait accepté si rapidement. Il n'avait aucune idée qu'il y avait une déesse qui manipulait le protagoniste. Mais le protagoniste dit qu'il n'acceptera que s'il peut rejoindre en tant que mercenaire. De cette façon, même si Myoman est son patron, il pourra toujours choisir les missions à accomplir. Puisque la condition de l'épreuve était juste d'accepter la proposition, il décide qu'il ne prendra que les missions qu'Asmund l'oblige à choisir. Myung-min accepte et remercie le protagoniste pour sa coopération, mais intérieurement, il ne semble pas très heureux qu'il ait fini par devenir un mercenaire. Il signe ensuite le contrat et dit qu'il est temps pour lui de partir, se levant pour quitter la pièce. Mais à ce moment-là, quelque chose de bizarre se produit. Le protagoniste se sent étrange, et de nulle part, plusieurs âmes semblent quitter son corps en même temps, le faisant perdre l'équilibre. Myung-min demande si le protagoniste va bien, qui est toujours là, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. Kang dit qu'il va bien, mais dans son esprit, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il a vu plusieurs images bizarres et réalise que ce doit être l'information spéciale qu'il a reçue. Quoi qu'il ait vu, nous ne le saurons pas pour l'instant car l'histoire coupe à une semaine plus tard. Kang-san apparaît à un terminal de bus portant un bonnet, et il semble faire très froid là où il se trouve. Il mentionne que l'information qu'il a reçue concernait sa vie passée en tant que démon. Le protagoniste a tout reçu juste après avoir signé le contrat, et cela l'a rendu si étourdi qu'il a dû courir aux toilettes pour se rétablir. Cette information lui disait de se diriger vers Cheon dans la province de Gangwon, où il devrait traverser un donjon. Et s'il réussissait, il recevrait un fragment de mémoire de sa vie passée. Le protagoniste croit qu'Asmund essaie en fait de transférer les souvenirs de ce démon dans son esprit. Le protagoniste explique que lorsque le monde se connecte avec une autre réalité au-dessus du sol, cela s'appelle un lien. Mais quand il se connecte avec un en dessous, c'est un donjon. Ils sont difficiles d'accès car ils sont souterrains, et lorsqu'un nouveau donjon s'ouvre, les personnes à proximité le décrivent comme l'enfer qui s'ouvre. Les souvenirs de la vie passée du protagoniste doivent être quelque part dans ce donjon non enregistré. Debout devant la grotte qui mène au donjon, le protagoniste dit qu'il ne sait pas pourquoi Asmund veut lui révéler ses souvenirs. Mais le protagoniste a une sensation horrible depuis qu'il a reçu cette information la semaine dernière, et il doit découvrir ce qui la cause. Le protagoniste décide d'entrer. Mais d'abord, il place une barrière magique à l'entrée pour empêcher les monstres à l'intérieur de s'échapper dans le monde. C'est la première règle lors de l'exploration d'un donjon. D'autres règles de base consistent à préparer de la nourriture et de l'équipement car on ne sait jamais combien de temps on y restera. Il est également important d'avoir une lampe de poche car il fait généralement complètement noir à l'intérieur des donjons. Le protagoniste met du temps à trouver sa lampe de poche, mais quand il le fait enfin, la première chose qu'il voit est un énorme crâne devant lui. Il crie de peur et réalise qu'il s'agit en fait de soldats squelettes, et l'un d'eux est armé d'une épée. Le protagoniste sent qu'il y a définitivement quelque chose d'important là-dedans. Le problème, c'est qu'il avait du mal à vaincre un seul squelette, et maintenant il y en a 5 devant lui. Mais maintenant, le protagoniste est entraîné après avoir été presque anéanti tant de fois, il a appris à gérer les choses par lui-même. Il parvient à vaincre les squelettes avec son épée et explique que les squelettes attaquent sans arrêt parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, mais ils sont faibles aux attaques divines. Ce type d'attaque fait désintégrer instantanément les monstres de type sombre. Le protagoniste dit que si tous les monstres là-dedans ont cet attribut, il devrait pouvoir continuer seul. Il fait quelques étirements et dit qu'il se sentait bizarre avant d'entrer dans la grotte, mais maintenant cette sensation disparaît lentement au fur et à mesure qu'il s'enfonce. Kang pense même qu'Asmund a peut-être enfin décidé de lui faire un vrai cadeau après toutes les épreuves qu'il a endurées jusqu'à présent. Puisqu'il a failli être éliminé tant de fois, il méritait au moins une récompense, et juste devant lui apparaît un coffre au trésor. Il court joyeusement vers le coffre et remercie Asmund pour le cadeau, mais il a parlé trop tôt, car une énorme créature apparaît de l'ombre et frappe durement le protagoniste avec un coup qui l'envoie glisser. Le propriétaire de l'arme, qui, nous le voyons maintenant, est une boule d'acier avec une chaîne, est un Dulahan, un chevalier sans tête, chevauchant son parcours tout en faisant tourner la boule d'acier. Il jette l'objet vers le protagoniste qui se baisse juste à temps et utilise sa magie pour affûter son épée comme il l'a fait dans le combat contre les gnolls. Mais cette fois, l'armure du Dulahan s'avère beaucoup plus résistante et n'est même pas rayée par l'épée du protagoniste. Il est tellement concentré qu'il ne remarque même pas la boule à pointe qui arrive sur lui à toute vitesse. Le protagoniste essaie de la bloquer avec son épée, mais est repoussé et réalise que même avec l'aide de la magie, il ne peut pas traverser cette boule.
Il réalise que le Dulahan est d'un autre niveau, et pour aggraver les choses, son épée est presque cassée par l'impact. Kang fait de son mieux pour esquiver les attaques du Dulahan, mais il sait que si l'épée se casse, il n'aura aucune chance contre un monstre de Randé comme celui-là. Cependant, il remarque quelque chose, comme dans la mission qu'il a reçue d'Asmund, il était seulement dit qu'il devait nettoyer le donjon, mais ne disait pas comment. Alors Mefing a dit qu'il était tenu de risquer sa vie en combattant le Dulahan comme il le faisait. Il réalise que le coffre pourrait être la récompense qu'Asmund lui a mentionnée. Alors, sans avoir le temps de poser des questions, il décide de simplement prendre le coffre et de s'enfuir avec. Mais il a encore besoin de trouver un moyen d'esquiver le Dulahan afin de s'échapper et se demande comment une créature sans tête sait où il est pour attaquer. Le protagoniste pense un instant à prendre le risque et à s'enfuir au hasard comme un fou, mais il réalise alors quelque chose. Le chevalier n'a pas d'yeux, mais son cheval en a, et il utilise certainement sa vision pour le localiser. Alors il jette sa lampe de poche en l'air, réussissant à aveugler le cheval pendant quelques secondes. Le Dulahan est déconcerté par le mouvement erratique du cheval et commence à balancer sa boule de fer dans toutes les directions, mais le protagoniste profite de l'occasion pour s'enfuir avec un coffre. Au milieu de tout ce chaos, le chevalier réussit à repérer où est allé le protagoniste et le pointe du doigt. Mais Kang n'est pas stupide. Il n'attend pas et se met à sprinter vers l'entrée du donjon. Seulement, il avait oublié la barrière qu'il avait lui-même placée là, et explique que la barrière ne bloque pas seulement les monstres. Elle emprisonne également les humains à l'intérieur et prend du temps à se désactiver. Mais par un coup de chance, pour la première fois dans la vie du protagoniste, la barrière disparaît instantanément, et il parvient à sortir de la grotte en un seul morceau. La grotte s'effondre alors, scellant l'entrée, et le protagoniste réalise que maintenant il n'aura plus besoin d'utiliser la barrière pour sceller l'endroit. Après toute cette épreuve, le protagoniste a enfin le temps d'ouvrir le coffre, et à l'intérieur, il y a une compétence, et étrangement, une bouteille d'eau. Le protagoniste décide de boire la fiole qui contenait la compétence, et elle améliore sa capacité de bouclier de gardien, augmentant à la fois sa guérison et sa défense. Il ne sait pas s'il doit se sentir heureux ou triste à ce sujet, car seules ses compétences de tank ne cessent de se renforcer. Après cela, il décide d'ouvrir la bouteille d'eau. Tout en pensant à la façon dont il pensait autrefois que tout ce discours sur la vie passée était absurde, mais tout ce qu'Asmund a dit jusqu'à présent s'est réalisé. Le protagoniste dit qu'il se fiche de l'ingérence divine, mais que si le fait de retrouver ses souvenirs l'aide à vivre la vie qu'il souhaite, alors il fera tout ce qu'il faut. Il boit ensuite le liquide de cette bouteille et commence à avoir une vision du passé. Dans cette vision, un épéiste nommé Zhang Yung, originaire d'un endroit appelé Volcan, vient de vaincre plusieurs guerriers en solo et jure sur son nom qu'il vaincra un certain démon maléfique. Il pointe son épée sur une silhouette au milieu du champ de bataille et l'appelle au combat. La créature vole vers le guerrier qui dégaine son épée, mais le combat ne dure pas longtemps. La scène change et le guerrier est allongé sur le sol complètement battu, se demandant pourquoi cela est arrivé. Alors que le démon se tient au milieu du champ de bataille, le guerrier demande pourquoi il a pris la vie de tant d'innocents. Il se souvient de plusieurs familles heureuses, puis la mémoire se coupe sur un enfant qui pleure au milieu du champ de bataille. Le démon se gratte la tête et se demande ce que le guerrier veut dire en demandant une raison à ce qu'il fait. Il s'approche du guerrier tombé, et quand il révèle son visage, on voit qu'il ressemble exactement à Kang San, et puis il répond que la raison est simplement parce qu'il aime ça. Le guerrier est choqué par la réponse ou n'a pas le temps de la traiter, car le démon l'attaque immédiatement après. C'est alors que la mémoire se termine, et le protagoniste se retrouve de retour dans la forêt, debout devant le coffre. Malgré la vision traumatisante, au moins le protagoniste se rend compte qu'il a acquis deux nouvelles capacités à utiliser. La première est le QI du démon. En plus d'un bonus d'attaque permanent, il augmente également son attaque à chaque fois que le protagoniste abat quelqu'un. Et s'il le fait 100 fois, la compétence monte de niveau. La seconde est la première forme de l'épée démoniaque. Elle déclenche une frappe dévastatrice qui augmente l'attaque du protagoniste et inflige également un statut négatif à l'ennemi. Tout en pensant à ses nouvelles compétences, le protagoniste commence à avoir de mauvais souvenirs de sa vie actuelle, à commencer par le moment où il a perdu ses parents et où ses proches se sont disputés l'héritage. Même le moment où son bus s'est renversé, faisant plusieurs blessés. Le protagoniste se rend alors compte que toutes ces mauvaises choses ne sont arrivées qu'à cause de lui et des choses horribles qu'il a faites dans sa vie passée, de la perte de ses parents à toutes les personnes qui ont subi des accidents juste pour avoir été près de lui. Au milieu de toute cette tristesse, le protagoniste reçoit un appel de quelqu'un nommé Jun Min-yuk qui semble le connaître et lui demande s'il veut aider pour un petit travail. La scène change et le protagoniste va rencontrer Min-yuk dans un restaurant. Il dit que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et qu'il a entendu dire que le protagoniste avait été promu. Il demande à nouveau si le protagoniste veut rejoindre son équipe de direction chez Shiozing, mais le protagoniste se sent toujours mal et demande de quoi il parle. Le protagoniste trouve ça étrange car c'est la première entreprise du secteur. Alors pourquoi seraient-ils intéressés par lui? Mais plus important encore, Min-yuk avait cessé d'être un chasseur il y a longtemps. Le protagoniste ne savait pas pourquoi, mais au moins maintenant il travaillait dans une bonne entreprise. Avant de penser à accepter ou non, le protagoniste a une fois de plus un autre flashback de l'une des tragédies qui lui sont arrivées.
Dans celui-ci, il conduisait un scooter en allant à l'école. Il était avec un autre camarade de classe quand tous les deux sont tombés. Le protagoniste dit qu'il n'est pas blessé, mais l'autre garçon se plaint dans sa tête parce que chaque fois qu'il marche avec le protagoniste, il tombe toujours. Le garçon se moque même du protagoniste en disant que ça doit être une malédiction, et que peut-être il a même envoyé ses propres parents dans la tombe aussi. Le protagoniste se met en colère en entendant ça, mais celui qui confronte le garçon est Minhyuk qui demande si c'est vraiment quelque chose qu'on dit à un ami. Le garçon demande pourquoi il s'est soudainement mis à crier, et Minhyuk dit qu'il y a des choses qu'on peut dire à voix haute et des choses qu'on ne peut absolument pas. Il dit au garçon de s'excuser auprès du protagoniste qui accepte les excuses et dit que c'est bon. Minhyuk monte alors sur son scooter et continue son chemin, disant au protagoniste de le suivre pendant que le gardien de sécurité guide les étudiants. Puis la scène revient au présent. Minhyuk dit que le protagoniste va maintenant commencer à participer à des raids de haut niveau puisqu'il est passé au rang E, et le fait d'avoir une entreprise qui le soutient l'aiderait beaucoup car ils peuvent choisir les meilleurs coéquipiers pour lui et l'aider à grandir en tant que chasseur. Le protagoniste n'arrive toujours pas à oublier ses souvenirs de démons et se demande s'il serait vraiment d'accord pour continuer en tant que chasseur. Il dit à Minhyuk qu'il n'est venu au restaurant aujourd'hui que pour revoir le visage de son ami après si longtemps. Le protagoniste allait lui demander quelque chose, mais il est interrompu quand Minhyuk dit que le protagoniste n'a probablement pas été promu grâce à ses compétences et dit que s'il est devenu rang E, c'était probablement grâce à un examinateur qui avait pitié de lui. Après tout, même un chasseur raté peut aller loin avec l'aide de quelqu'un comme ça. Il continue de parler au protagoniste en essayant de le convaincre de rejoindre l'entreprise, mais soudain le protagoniste sent quelque chose d'étrange. Il a une autre vision du passé quand il était encore un démon et commence à se sentir malade comme avant. Minhyuk s'inquiète et demande s'il va bien, disant que s'il se force trop, alors il a vraiment besoin d'un agent comme lui. Mais le protagoniste se sent ainsi parce qu'il vient de recevoir un message sur son téléphone lui disant qu'il a officiellement rejoint l'équipe des Rangers. Il s'excuse auprès de Minhyuk de devoir partir si soudainement même si ça fait des lustres qu'ils ne se sont pas parlé, mais ce n'était pas le moment pour lui de s'attarder là-dessus. Il dit qu'il est vraiment juste venu voir son ami et lui dire merci. Minhyuk dit que c'est bon, lui tend le téléphone que le protagoniste a oublié sur la table. Mais ils sont interrompus par un reportage disant qu'un portail de rang s'est soudainement ouvert, et que la zone dans laquelle ils se trouvaient était considérée comme dangereuse. Minhyuk dit qu'ils doivent trouver un abri, et le protagoniste leur dit de suivre les gens qui courent vers les abris. Mais alors un monstre ressemblant à un lézard portant un trident géant s'écrase à travers la fenêtre, brisant tout. Il renverse les tables et atterrit sur l'un des clients qui essaie désespérément d'échapper au monstre. L'homme crie à l'aide pendant que sa femme regarde avec inquiétude. Incapable de faire quoi que ce soit, le protagoniste se rend compte qu'il doit faire quelque chose. Minhyuk attrape son épaule et dit qu'ils doivent sortir de là rapidement car d'autres monstres comme celui-là arriveront bientôt, et personne ne blâmerait un rang E de s'enfuir pour se sauver. Il dit au protagoniste d'arrêter d'agir comme un héros et de sortir de là avant qu'il ne le mette en pièces, mais le protagoniste se souvient une fois de plus de son passé. Kang voit que le monstre a déjà un autre humain empalé sur son trident et est sur le point de faire de même avec l'homme au sol. Le protagoniste sait qu'il ne peut pas laisser cela continuer. Il continue d'avoir des flashs des personnes qu'il a anéanties dans sa vie passée. Il se décide enfin et active sa compétence d'épée démoniaque, chargeant sur l'ennemi et le frappant avec une entaille directe. Le monstre est envoyé voler, et le vieil homme retrouve sa femme, tandis que Minhyuk se tient là, stupéfait par la capacité du protagoniste. Kang dit que maintenant il est différent de ce qu'il était dans sa vie passée, et dit à tout le monde de fuir avant que d'autres ennemis n'arrivent. Alors que Minhyuk regarde le protagoniste en état de choc complet, le garçon dit qu'il prouvera à tout le monde à quel point il a changé. La scène passe ensuite à un moment après l'attaque. La police est arrivée et aide les civils qui ont survécu à l'attaque des hommes lézards. Minhyuk est au téléphone avec quelqu'un, et la personne demande s'il a réussi à recruter le protagoniste ou non. Il dit que non, et que c'était un recrutement difficile, ce qui irrite beaucoup la personne à l'autre bout du fil. La personne dit qu'il ne peut rien faire correctement, et que peu importe si Kang est de rang F ou E, Minhyuk aurait dû utiliser la réputation de l'entreprise pour le convaincre. Minhyuk essaie de s'excuser, mais la personne en a déjà marre et raccroche simplement l'appel à son visage. L'homme pousse un soupir de soulagement et commence à se rappeler le combat du protagoniste contre les monstres, disant qu'il ne connaît même plus vraiment Kang. De retour au protagoniste, on voit que bien que le restaurant soit sûr, il y a encore plus d'hommes lézards qui attaquent les civils. Le protagoniste se bat de toutes ses forces pour essayer de sauver tout le monde, mais les ennemis commencent à s'accumuler, et ça devient difficile pour lui seul. Il décide d'utiliser le bouclier des épreuves pour attirer l'attention de l'ennemi vers lui. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a trop d'ennemis et que tous ne regardent pas dans sa direction. Il se rend compte qu'il est désavantagé, mais il sait que des renforts arriveront dans quelques minutes, il a donc juste besoin de tenir bon et de protéger tout le monde jusque-là. L'un des hommes lézards frappe presque le protagoniste avec sa lance, mais il active la compétence de volonté du gardien et augmente à nouveau sa défense. Avec ça, il renforce son bouclier et frappe l'ennemi, déviant son attaque. Ce qui est bien, c'est qu'avec autant d'ennemis, il peut utiliser la compétence qui augmente sa défense en fonction du nombre d'ennemis présents sur le terrain.
Le protagoniste profite de tous ces buffs pour attaquer les ennemis avec son épée et réussit à en vaincre quelques-uns. Mais il en reste encore beaucoup, ce qui pourrait devenir un énorme problème pour le protagoniste s'il ne fait pas attention, ou du moins ça pourrait l'être, sans la nouvelle capacité qu'il a acquise, le QI du démon, qui augmente son attaque à chaque fois qu'il vainc un ennemi. Le protagoniste est distrait un instant en regardant son épée, mais le cri d'un civil le ramène à la réalité. L'armée arrive enfin et les soldats commencent à tirer sur les hommes lézards, sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on leur ordonne. Le chef de section ordonne aux soldats de se séparer et de fouiller chaque coin des bâtiments à la recherche de survivants. On voit ensuite plusieurs soldats aider les civils blessés et éliminer toutes les créatures qui apparaissent sur leur chemin. Mais quand l'un d'eux fouille les décombres du bâtiment, il trouve le protagoniste complètement détruit sur le sol, ne tenant que son épée tachée de sang. Le soldat reconnaît le protagoniste et l'emmène à son supérieur, où il regarde un enregistrement du combat qui s'est déroulé dans le bâtiment quelques instants plus tôt. On voit le protagoniste vaincre tous les hommes lézards en solo, les tranchant un par un avec de la haine dans les yeux. Voyant cela, l'officier demande s'il est un ranger, mais ils ne savent pas et disent simplement que le protagoniste est apparu de nulle part et a commencé à déchiqueter les monstres. Ils supposeraient qu'il n'est qu'un chasseur jouant au héros, mais heureusement, aucune vie n'a été perdue à cause de cela. Le commandant leur ordonne d'identifier le protagoniste et de le placer en état d'arrestation, car peu importe si ses intentions étaient bonnes. S'ils laissent des chasseurs incompétents continuer à faire ça, ils vont avoir de sérieux maux de tête à l'avenir. Mais le soldat dit que le problème est ailleurs, à en juger par l'état du protagoniste, ils ne peuvent même pas dire s'il était encore vivant après tout ça. Heureusement, le protagoniste se réveille, et on voit que le soldat qui l'a sauvé est Kim Shin-sik, le même gars qui l'a sauvé dans le donjon au début de l'histoire. Le protagoniste se souvient de lui et se demande comment s'est déroulée l'opération de sa grand-mère, mais il est encore trop faible pour demander. Kim lui a demandé quelles étaient ses blessures et s'il avait vraiment réussi à abattre toutes les créatures tout seul, mais le protagoniste se lève en disant qu'il doit y aller. Kang se lève et fait quelques pas, mais Kim lui dit qu'il n'ira pas loin dans cet état. Et bien sûr, le protagoniste ne fait que quelques pas avant de s'effondrer sur le sol, et Kim se rend compte que ses blessures sont plus graves qu'il ne le pensait. Le chasseur dit que comme le protagoniste est de rang F, s'il l'attrape dans cet état, il serait certainement arrêté. Alors Kim, montrant qu'il est vraiment un bon gars, dit qu'il ne laissera pas l'homme qui lui a sauvé la vie se faire arrêter comme ça. Puis il porte le protagoniste sur son dos et l'emmène sans le dire à personne, même si cela pourrait lui causer des ennuis à l'avenir. La scène coupe ensuite, et quand le protagoniste se réveille déjà à l'hôpital, il est confronté à la grand-mère de Kim, et elle dit que c'est un hôpital, alors il doit se reposer. Et que quand il est venu à l'hôpital, elle pensait qu'il était bien pire, mais le médecin a dit qu'il n'était plus en danger. La dame offre des pommes coupées en tranches au protagoniste pour se soulager, disant qu'il a juste besoin de manger, de dormir et de suivre les conseils du médecin pour aller mieux. Elle dit que c'est lui qui a sauvé son petit-fils et qu'elle attendait depuis longtemps de le rencontrer et avait entendu dire qu'il était une personne incroyable. Le protagoniste mange la pomme, et on dirait la chose la plus délicieuse qu'il ait mangée depuis longtemps, lui rappelant même son enfance quand sa mère était encore en vie. Un journaliste se prépare à passer en direct et à annoncer la tragédie qui s'est produite ce soir à Wangximi concernant le portail de rang E. Puis il parle à un soldat et lui pose des questions sur le citoyen qui a disparu après l'incident et se demande s'ils ont pu entendre des témoignages. À cela, le soldat répond que dès son arrivée, il s'est approché pour aider le jeune homme, mais a remarqué que tous les monstres étaient déjà morts. Par conséquent, il remercie Kang pour l'aide reçue et dit que grâce à ce héros, des gens ordinaires ont survécu à la catastrophe. Le soldat continue son discours sur sa gratitude envers le jeune homme, tandis que ce dernier se demande pourquoi ils font encore ça. Laissant tout cela de côté, le protagoniste dans ses pensées sait que maintenant c'est plus dangereux que jamais. Il continue en disant que ce test n'a pas été donné par un simple Asmoon, mais une bataille qu'il a choisi de mener seul. Ainsi, un mini flashback de son combat contre le monstre est montré. Avec beaucoup de difficultés, il réussit à couper une des mains de la créature. Pendant ce temps, il empilait des corps autour de lui, mais malgré tout, de plus en plus de lézards mutants continuaient d'arriver. Voyant que la situation ne s'aggravait ni ne s'améliorait, il dit que même s'il avait vaincu 10 des monstres, ce n'était pas suffisant pour les affaiblir. Mais le système apparaît et active sa capacité démoniaque, permettant à sa puissance d'attaque d'augmenter temporairement. Le vieux lézard charge sur lui, pointant sa lance. Il essaie même de frapper le MC qui était encore distrait. Mais rien ne fonctionne puisque le protagoniste est maintenant plus fort qu'avant et réussit donc à envoyer de plus en plus de lézards dans leur tombe. Après avoir activé sa capacité de sang aromatique, le protagoniste saute vers le monstre. Et avec ça, la capacité de nature démoniaque sauvage est partiellement activée avec les autres. Couvert de ketchup de monstre, il remarque quelque chose de différent dans son corps. Il dit que peu importe sa volonté, une attaque est déclenchée automatiquement. Encore une fois, d'autres capacités sont activées alors qu'il devient imparable et implacable. Un amas de corps est autour de lui, ils ont tous une chose en commun. Ils sont tous allongés sur le sol. Mais malgré sa force, son endurance reste la même, ce qui le fatigue. Les capacités de puissance sanguine continuent de s'activer. Mais cette fois,
une autre capacité a été déclenchée. Les gardiens permettant à ses HP et sa défense d'être restaurés en plus de supprimer le statut anormal. De retour à l'hôpital, il dit que sans la capacité du gardien, il ne sait pas ce qui se passerait s'il avait continué avec la folie qui lui était imposée. Mieux vaut continuer en disant que la capacité de puissance sanguine n'est pas de ce monde, et que même le système fait des erreurs en l'expliquant. Inquiet de ce qui s'est passé, il ne remarque pas quelqu'un lui offrir une pomme. Une dame qui était hospitalisée avec lui offre de délicieuses pommes à manger et à récupérer. Elle dit qu'il est admirable qu'il y ait des gens comme le héros de la catastrophe. Elle dit aussi que quelqu'un a fait un don d'argent pour son opération. Le MC ne dit rien, mais celui qui a fait un don d'argent pour son opération était en fait lui-même, car elle est sa grand-mère, et elle dit qu'il était difficile de savoir qui c'était. Dit quelle personne saine d'esprit donnerait de l'argent à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et quand il se souvient, il l'a transféré directement depuis son compte. Elle continue en disant qu'il est difficile d'accepter et d'utiliser l'argent pour l'opération, et c'est alors que le MC lui demande pourquoi elle n'a pas encore subi l'opération. Alors elle était en marche et dit qu'elle a décidé d'accepter l'argent, et que peut-être la semaine prochaine, ils autoriseront l'opération à être faite. Laissant cette conversation de côté, Kang lui demande quelles qualifications sont nécessaires pour recevoir la bénédiction du gardien. Et c'est alors que la dame l'interrompt et commence à parler de son petit-fils qui a grandi seul, et que tout cela doit être une bénédiction pour qu'il ne reste pas seul. Kang continue de manger normalement, mais il s'étouffe avec les mots prononcés par la dame. Alors il se souvient qu'il est différent de ces monstres et trouve de la joie à aider les gens. Puis il souhaite bonne chance à la dame et espère que tout se passe bien avec son opération, ce qui augmente sa puissance divine et sa foi. Après sa réhabilitation à l'hôpital, le MC se retrouve devant un bâtiment entouré de protection. Il remonte ses manches et dit avec conviction qu'il doit trouver plus d'informations sur le pouvoir du sang démoniaque. Il continue de parler de la difficulté d'utiliser cette capacité en combat réel, et c'est pourquoi il doit s'entraîner au contrôle dans un centre d'entraînement. Et avec ça, il dit que même si c'est un centre d'entraînement, ça devrait beaucoup aider au début. Le gars qui gère les entrées à l'endroit confirme l'entrée du MC et dit qu'une fois confirmé, il ne peut pas partir avant d'avoir terminé un mois. Alors le MC dit que c'est bon, et l'agent l'informe qu'il recevra plus de détails en entrant et en parlant avec le système. Un inspecteur l'appelle et dit qu'elle va le guider jusqu'à l'entrée de la salle d'entraînement. Cette fois, suivant l'instructeur, il remarque que les choses ont un peu changé car il n'y avait pas de gars avant. L'inspecteur l'informe qu'il aura 20 monstres à combattre, et s'il les termine tous le même jour, ils devront attendre 24 heures pour être réapprovisionnés. Alors elle dit qu'elle va fermer la porte, et le MC dit d'accord. Enfin, il pourra s'entraîner pour devenir plus fort. Mais alors qu'il se préparait, la femme l'a appelé. Se tournant vers la porte, la femme dit qu'une 5e étape d'épreuve a été attribuée en raison du karma d'une mauvaise personne. Elle l'informe que le temps à l'intérieur de cette pièce passera plus lentement, et il devra survivre 30 jours à l'extérieur et 300 à l'intérieur. Sur ce, elle pèse sa main et dit que la puissance de récompense est de plus 5 niveaux divins. Cela laisse Kang sans voix et sous le choc. Un mois s'est écoulé depuis son entrée, et maintenant le système l'informe que la formation est terminée et qu'il devrait sortir après le nettoyage. Après avoir quitté la salle de formation, le MC tend une petite carte à la réception. La réceptionniste le félicite d'avoir terminé la formation et remarque une aura différente venant de notre héros. Ensuite, cela montre un corps complètement différent de celui qui est entré dans cette pièce. Cette fois, son corps ressemble à celui de Rem et Dino. Il décide donc de se refaire une beauté pour paraître plus présentable. La coiffeuse lui lavait ses beaux cheveux. Et après cela, le MC se détend paisiblement dans une grande baignoire. Lavé et avec sa coupe de cheveux, il se dirige vers un restaurant. Il mange un bon repas tout en profitant de l'atmosphère calme. Il avait tellement faim qu'il a presque mangé le bol aussi. Alors il quitte l'endroit en savourant une délicieuse glace. Il arrive enfin à la maison et ouvre la porte, mais il court rapidement vers la salle de bain, voulant se soulager. Il claque la porte et la verrouille, laissant son sac à l'extérieur. Soulagé après avoir pris une énorme déjection, le MC s'effondre sur le sol d'épuisement. Les heures passent avec lui allongé, et le système apparaît le félicitant d'avoir réussi la 5e épreuve. Un nouveau jour, une nouvelle opportunité, et cette fois, nous sommes à Songdong-gu. Des gobelins lourdement armés de massues apparaissent, détruisant les environs. Certains sont déjà dans les viseurs, prêts à être abattus. Les cibles étant confirmées, l'ordre est donné de débusquer ces monstres. C'est exécuté, mais ce n'est pas très efficace car les gobelins sont résistants. Soif de sang, le gobelin continue de tout détruire dans la zone. Un soldat vide son chargeur sur le monstre, mais la bête continue de courir vers les soldats. Il essaie d'utiliser une portière de voiture comme bouclier pour esquiver les balles. Ce n'est pas suffisant, et il finit par se faire toucher. Alors le gars est soulagé d'avoir réussi à abattre un gobelin de première classe. Tout le monde se retire de la zone et monte à l'intérieur du camion militaire. Le gars parle au téléphone avec quelqu'un d'autre, lui demandant d'être prudent là-bas. Ensuite, celui aux cheveux bruns demande si le gars parlait à son frère cadet, et Shinsik répond que, oui, c'était le cas. Celui aux cheveux bruns dit que le gars s'inquiète beaucoup pour son frère, tandis que l'autre dit non et que cela n'a pas de sens. Les deux tiennent le téléphone pour regarder la photo du frère cadet.
Remarquant le comportement du gars, il avertit que ce genre de chose est un drapeau rouge. Pendant qu'il parle, une recrue apparaît et dit que l'inspecteur cherche Monsieur Kim Shin. Cela laisse le guerrier aux cheveux bruns sous le choc en entendant qu'un inspecteur l'appelle. Une femme nommée Min Yoon se présente comme une journaliste. Complètement méfiant de la femme, le gars demande si elle est vraiment une journaliste. Tout ce que la femme veut savoir, c'est à propos du guerrier de rang E qui a attiré l'attention avec ses capacités hors du commun. En entendant que la femme veut juste en savoir plus sur les capacités du rang E, Chum refuse d'en parler. La femme dit qu'elle comprend qu'ils ne veulent pas révéler l'identité de la personne qu'ils ont cachée, mais elle déclare qu'elle est venue uniquement parce qu'elle partage les mêmes pensées. Même ainsi, ce n'est pas suffisant pour gagner la confiance de Shin. La journaliste dit que quelqu'un qui veut vraiment garder quelqu'un secret ne l'exposerait pas comme ça, et tout cet enthousiasme semble plus être de la vanité qu'autre chose. Réalisant qu'il a été acculé par la femme, le gars commence à transpirer comme un pot sur le feu. Alors la femme sort quelque chose de son sac et dit qu'elle savait qu'elle n'obtiendrait rien de lui, même sous une pression maximale. Alors la femme tend un paquet au gars. De nulle part, le chauffeur du camion l'appelle, le faisant prendre rapidement le paquet sans se poser de questions sur le contenu. La femme, à son tour, semble heureuse d'avoir fait son travail. De retour au dortoir, il tient le paquet tout en séchant ses cheveux. Le contenu à l'intérieur de l'enveloppe n'est rien de plus qu'un petit cadeau de la journaliste qui voulait exprimer sa gratitude. Assis, il commence à ouvrir l'enveloppe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur se trouvaient des papiers montrant des virements bancaires au nom de Kang San. Shin est assis sur le banc se remettant de ses blessures lorsqu'il est expliqué que tout cela s'est produit après avoir été sauvé par Kang. Il se rend compte que les choses ne peuvent pas rester comme elles sont, alors il passe à l'action. La première chose qu'il fait est d'offrir du café aux infirmières de l'hôpital. Les deux le remercient car elles étaient très somnolentes à cause du long quart de travail. Sur ce, il en profite pour se renseigner sur les factures d'hôpital impayées, et c'est alors qu'il est interrompu parce que quelqu'un le cherchait en fait pour en discuter. Cela le laisse sous le choc, et il commence à les supplier de ne pas expulser sa grand-mère, et l'infirmière dit que les factures ont déjà été payées, et il n'a pas à s'inquiéter. Dans son désespoir, il ne remarque pas ce que la femme a dit. La femme répète encore qu'un donateur anonyme a donné de l'argent pour lui et sa grand-mère. Ces mots finissent par faire leur chemin, et il commence à pleurer de bonheur. Cette fois, il pleure sur les papiers du virement effectué par Kang, et il se sent vraiment heureux de tout cela. Malgré le fait qu'il soit heureux, il regrette de ne pas pouvoir remercier son bienfaiteur. Alors, il essuie les larmes de ses yeux et dit encore une fois à quel point il est heureux. Sur ce, il fouille dans sa poche en essayant de sortir quelque chose. Son objectif maintenant est d'appeler la journaliste et de lui parler de la personne. Quelques secondes plus tard, le téléphone de la femme commence à vibrer avec des notifications. Et cela la rend heureuse parce qu'elle sait qui appelle, mais elle reçoit la triste nouvelle qu'elle ne pourra pas savoir qui est la personne. Cependant, cela la rend impatiente avec les réponses qu'elle a reçues. Impatiente et curieuse. C'est l'état dans lequel la pauvre journaliste se retrouve car elle ne peut obtenir aucune information. Le tanker de Wang Ximi n'échappera pas à mes mains, dit la journaliste, assoiffée d'informations. Immédiatement, le protagoniste ressent un frisson du bout de ses orteils jusqu'à sa tête. Cette fois, le MC se réunit avec un groupe pour entrer à nouveau dans le portail noir. Le héros, Ji-Oh-Han, remercie Kang San de se joindre au groupe, mais met en garde contre les risques de poursuivre avec un brouillard aussi dense. Un autre héros de rang E, également connu sous le nom de Jung Chan, se demande ce que fait l'équipe d'exploration pour ne pas avoir averti du brouillard. Le chasseur de Rand est choisi de ne rien dire car il ne sait pas non plus ce qui se passe. Mais le présentateur se plaint du brouillard qui apparaît dès son arrivée et se demande si c'est une question de karma. Il dit ensuite que c'est un problème qu'ils ne peuvent malheureusement pas résoudre. Il continue en expliquant qu'à cause du brouillard, la visibilité sera faible, mais qu'ils peuvent quand même distinguer les choses à moins de 10 mètres. Sur ce, un autre gars demande si ce que dit le présentateur signifie qu'il devrait juste attendre à l'aveugle. Cependant, Kang sort un bocal avec des fourmis de son sac, ce qui peut les aider à mieux se repérer. Un certain temps passe, et la zone autour est complètement détruite à cause d'intenses combats. Jun n'arrête pas de se demander quel genre d'idiot amène des fourmis dans un raid et dit qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle stratégie. Pendant que le présentateur répand le liquide collant, Chan doute s'il doit le suivre aveuglément. Jun Chan se plaint que la visibilité est toujours mauvaise, et c'est alors que, sorti de nulle part, la sonnette d'alarme commence à sonner. Cela incite Kang à se mettre sur ses gardes et à redoubler d'attention. Au même moment, une énorme créature commence à émerger des ombres. Avec l'approche des monstres, le présentateur avertit de leur arrivée et se met en position de combat. Les trois gars utilisent les rochers comme couverture pour se protéger des attaques. Pendant ce temps, le soigneur tremble de partout juste en entendant les pas du monstre. Une des fourmis mutantes approche des rochers enduits de miel. Ce miel les rend frénétiques, et elles commencent à faire des bruits différents. Le protagoniste commence à les attaquer une par une tandis que sa capacité de défense augmente de 5%. Il enfonce son épée dans le corps de la fourmi et parvient à la faire tomber comme Vasco. Pendant qu'il était concentré sur l'attaque d'une seule fourmi, les autres ont profité de l'occasion pour attaquer ensemble. Mais cette attaque perfide ne suffit pas à vaincre Kang, qui parvient à se protéger.
Cependant, une fourmi se relève de ses cendres et brise le rocher, ce qui le fait attaquer sans même pouvoir riposter. Sans pitié, la fourmi commence à porter des coups sur un endroit très sensible de sa tête. Mais le présentateur parvient à se libérer et assène un coup qui la tranche en deux. L'archer tire une de ses flèches. Ses flèches sont précises, et il réussit un double kill sur le coup. Mais comme rien ne peut jamais se passer parfaitement, une des flèches finit presque par toucher le protagoniste, et cela ouvre une opportunité pour un mutant de se rapprocher d'eux. Du moins, c'est ce qu'il pensait, mais elle a été coupée en deux. Le rouquin lève sa hache sale de reste de monstre en soupirant de soulagement. Cela impressionne le gars avec les compétences des deux, même s'il ne semble pas se soucier des attaques non coordonnées. Cependant, on ne peut pas en dire autant du soigneur. Dans un moment de soulagement et de repos, un son tonitruant résonne dans la zone, surprenant tout le monde. Cela surprend aussi le présentateur juste au moment où le système commence à améliorer encore plus ses capacités. De plus en plus de fourmis commencent à apparaître. Les sons sont si forts qu'ils ne peuvent pas dire d'où ils viennent. Le soigneur, terrifié, n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Les fourmis accélèrent le pas vers le groupe. Une d'elles parvient à attaquer le soigneur, qui utilise son bâton pour se protéger, mais le rouquin l'a remarqué à temps. L'attaque est imminente, et tout ce qui attend le soigneur est une douleur accablante. Zhang Chan ne comprend pas pourquoi le gars est si stupide. Tout le monde s'inquiétait de ce qui pourrait arriver, sauf le présentateur, qui a réussi à arriver à temps et à sauver le soigneur. Cependant, la fourmi parvient quand même à mordre quelque chose. Ce qu'elle mordait, en fait, c'était le bras de Kang. La fourmi mord plus fort, mais le protagoniste renforce ses bras, donc rien de grave ne se produit. Sur ce, le système active sa capacité de corps de fer, le rendant encore plus résistant. Pas de deuxième chance pour la fourmi, Kang la vainc d'un seul coup. Une coupe nette et précise, c'est tout ce qu'il a fallu. Commandant le respect sur le champ de bataille, il attend des adversaires plus forts. Cette fois, le système notifie que toute l'attention des monstres sera désormais concentrée sur lui. De plus en plus de fourmis sont vaincues. L'archer soupire et n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Cela incite son groupe à se demander à quel point il est vraiment fort et à demander s'il est vraiment un chasseur de rang E. Pour une raison quelconque, l'archer aux oreilles pointues rougit un peu en regardant le présentateur. Puis il demande à Kang ce qu'il a fait pour devenir si fort en si peu de temps. Cette question déclenche des flashbacks de tout ce qu'il a vécu dans le centre d'entraînement, toute la douleur qu'il a ressentie. Évidemment, il ne peut pas dire ce qu'il a fait ou ce qu'il a vécu, alors il répond simplement qu'il a juste travaillé dur. Pour esquiver d'autres questions, il change de sujet et dit qu'il devrait dire au groupe que tout ce qui s'est passé était de sa faute. Le rouquin avec la petite hache dit qu'avec Kang là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter des choses imprévisibles qui pourraient arriver. Kang, à son tour, le remercie pour une telle considération, et Jun dit qu'il n'a jamais eu un tank aussi bon dans son équipe. Mais Jun, bien que satisfait des résultats de la bataille, n'est pas d'accord avec une chose. Il regarde en arrière et critique le soigneur, disant qu'il n'a rien fait et se demande pourquoi il est dans le groupe. Ces mots font réfléchir Kang et approuver la déclaration de Jun. Il continue en disant que tandis que le rouquin s'occupait des fourmis de derrière, l'archer et lui s'occupaient de celles de devant. Cependant, cela ne s'applique pas au mage soigneur, qui s'est juste caché derrière les rochers. Alors il demande au gars pourquoi il a rejoint le groupe, et pour éviter que le groupe ne s'effondre, l'archer essaie de calmer les choses. Sur ce, il demande également d'expliquer au nom du soigneur. Pendant que l'archer explique l'entrée du gars, quelque chose commence à se produire autour de lui. Juste sous ses pieds, le sol commence à trembler. Le tremblement est fort, provoquant des fissures et les faisant tomber dans une caverne. Au même moment, le système notifie que le karma et la difficulté ont augmenté. Tout le monde dans le groupe est vivant mais blessé à certains endroits. Alors le présentateur avertit qu'ils sont en danger pour la simple raison qu'ils sont tombés dans une fourmilière. Le système notifie alors que sa défense et sa santé augmenteront en fonction du nombre d'ennemis. Sachant que vous êtes foutus, je me panique et avertis que la fourmi guerrière arrivera bientôt. Le mutant de rang des mesurant 170 cm de haut s'approche lentement d'eux. Dans ses pensées, le protagoniste commence à réaliser à quel point ils sont foutus d'être dans une zone de rang C. Au même moment, le soigneur inutile commence à se sentir malade de peur et de douleur. Kang s'approche et demande ce qui se passe avec Waban. L'archer aux cheveux verts du groupe se tourne et se prépare à expliquer. Il dit que Wubin a eu un traumatisme avec les monstres depuis son enfance. Jun, sachant qu'ils sont encore plus dans le pétrin maintenant, commence à être en colère contre toute la situation. Il crie, demandant pourquoi quelqu'un comme ça a été amené dans une mission aussi importante et remet en question la santé mentale de l'archer. Ils sont tous choqués par les paroles de Jun Chan parce qu'ils savent que ce n'est pas juste. Little Axe Chang tire à nouveau, disant que tomber dans une fourmilière ne suffisait pas, et maintenant ils doivent aussi gérer un mage inutile. Pendant que les gars se disputent sur ce qui est bien ou mal, le système notifie Kang d'une augmentation de 35% de ses capacités. Frustré et pensant qu'il va mourir, Jun dit à Wubin et Ambule d'en prendre la responsabilité. Le MC remarque la panique qui s'installe dans le groupe et essaie de calmer Little Axe pour que les choses n'empirent pas. Le protagoniste sait que s'il panique, leurs capacités ne seront pas utilisées efficacement.
Il essaie de le calmer en expliquant qu'il comprend pourquoi Jun est désespéré puisqu'il n'a jamais fait face à des raids de haut niveau auparavant. C'est pourquoi il dit à Jun de se concentrer sur le combat et lui demande de faire confiance au MC. Il leur a ensuite demandé de regarder autour d'eux et de remarquer que peu importe le nombre de fourmis qui arrivent, il n'y a qu'un seul endroit pour les franchir. Alors, le MC demande s'il peut juste s'occuper de couvrir leurs arrières, et Jun dit qu'il va essayer de le faire. Ensuite, il dit à Ambule de s'occuper des plus petits tunnels dès que le petit mage se calme. Kang et son groupe se préparent à la bataille contre les fourmis mutantes. Dans ses pensées, il dit qu'il y a 35 fourmis qui attendent d'être abattues, mais pour lui, ce n'est rien de plus qu'un entraînement à surmonter. Cependant, sa seule crainte est que toutes les fourmis soient des soldats de rang supérieur. Une fourmi charge le protagoniste pendant que la protection du gardien s'active. Il a pas mal de difficultés car pour l'instant, il les combat seul. Elles sont rapides et fortes, il sait donc qu'il doit en arrêter certaines avant qu'elles ne sortent du tunnel. Sentant pour la faiblesse, le MC reprend l'attaque des fourmis. Il utilise l'une de ses capacités d'épée pour repousser un monstre. Il réactive sa capacité de sang démoniaque, mais cette fois sous sa deuxième forme. La fourmi ne le laisse pas se reposer ou réfléchir et finit par charger droit sur le MC. Bien qu'il donne et reçoive des coups, Kang sait que ce n'est pas suffisant car sa défense a augmenté, mais pas sa puissance d'attaque. Il réussit à vaincre une fourmi et lui piétine la tête pour l'achever et s'assurer qu'elle est partie pour de bon. Mais les fourmis ne cessent d'arriver. Son bouclier s'effondre lentement, mais ce n'est toujours pas suffisant pour l'arrêter. Avec une seule attaque, il vainc 3 des fourmis qui avancent. Plus il vainc de fourmis, plus sa puissance diminue, et un décompte des pertes est déjà à 10%. Alors une fois de plus, il active ses capacités de sang démoniaque et parvient à augmenter temporairement sa puissance d'attaque. Avec maîtrise, il tranche les fourmis qui continuent de le charger. Ses HP et sa défense continuent de baisser encore plus, mais sa puissance sanguine augmente de 2% supplémentaire. Une fourmi audacieuse essaie même de l'attaquer d'en haut, mais c'est inutile car elle se fait percer par l'épée du protagoniste. Cette fois, ce qui augmente, c'est sa détermination et sa concentration car il sait qu'il s'en sort. Il charge à nouveau les monstres pendant que sa puissance continue d'augmenter. Les fourmis ne cessent d'arriver, que ce soit du plafond, du sol ou des murs, elles continuent d'avancer. Jun Chan fait aussi de son mieux. Il frappe une des fourmis. Cependant, une autre fourmi qui avance en silence parvient à attraper son bras. Il essaie de rester calme, pour ne pas paniquer à nouveau. Mais ça ne marche pas, et il commence à ressentir une douleur accablante à cause de la morsure. Il utilise sa hache pour faire tomber une pierre sur la fourmi. Ça marche en fait car la pierre a infligé un coup critique au monstre, mais cela s'est fait au prix de graves dommages à son bras qui a fini par être gravement blessé. Il commence à penser que c'est la fin car il ne pourra pas utiliser ses capacités à cause de la douleur, mais quelqu'un apparaît alors derrière lui et commence à utiliser des capacités magiques. Petit à petit, le bras du gars revient à ce qu'il était avant. La personne qui utilise le pouvoir de guérison était le MC qui demande si Jeune essaie de mourir ou quelque chose du genre. Little Axe Chan est choqué de voir que c'est Kang qui le guérit, et il lui demande d'arrêter et d'utiliser d'abord ses capacités de guérison sur lui-même. Le MC le remercie de son inquiétude, mais dit que Jeune a aussi besoin d'aide. Ils se battent côte à côte, prêts à mourir si nécessaire. Pendant que Kang se préparait à se soigner, il est surpris par les fourmis. Cependant, le MC parvient à se défendre à temps pour éviter des dommages plus importants. Même s'ils parviennent à vaincre de nombreuses fourmis, le sentiment est que ça ne finit jamais, ils doivent donc gérer leur endurance. À cause de ça, Kang se demande combien de fourmis restent après ce trou. Le pauvre Robin ne peut toujours pas aider son équipe à cause de son traumatisme avec les monstres, mais il sait qu'il ne peut pas continuer comme ça et se demande pourquoi cela n'arrive qu'à lui. Tout cela le rend triste car les autres gars se donnent à fond pour combattre les monstres. Appelant Woobin, Ambule lui demande de se ressaisir pendant que Woobin refuse d'accepter la réalité. Cela met en colère non seulement Kang et Jun, mais aussi l'archer qui n'aime pas voir son ami dans cet état. Alors il attrape le mage guérisseur par le cou et commence à le secouer. Il gifle le gars et lui demande s'il voit ce qui se passe. Il dit qu'il risque leur vie juste pour le protéger en ce moment. Il lui dit que s'il veut mourir, il devrait mourir seul et ne pas emmener des innocents avec lui à cause de son traumatisme. Sans mots pour expliquer ou assez de force pour agir, c'est dans cet état qu'il se trouve. Puis pendant quelques secondes, Woobin se souvient de son ami qu'il appelle et lui parle d'une personne incroyable qu'il a rencontrée pendant le test. Haletant et transpirant froid, il écoute ce que son ami a à dire. Ambiel n'aime pas voir son ami comme ça et lui demande s'il veut former une équipe avec lui et la personne du test pour l'aider à surmonter son traumatisme. Après avoir entendu le mot traumatisme, quelque chose à l'intérieur du guérisseur lui fait se souvenir de tout ce qu'il a vécu. Ses flashbacks à nouveau et se souvient de tout ce qu'il a vécu avec sa famille en essayant de rester à l'écart du portail. Alors qu'il essaie de s'enfuir à toute vitesse, le petit garçon tombe au sol et se blesse. Sa mère lui demande de se relever aussi vite qu'il le peut, et il dit qu'il a mal. Alors elle dit à Woobin de s'accrocher à elle aussi fort qu'il le peut. Alors le petit garçon s'accroche à sa mère de toutes ses forces, mais quelque chose lui arrive ainsi qu'à sa mère. Quelque chose de mauvais se produit juste devant lui, et Woobin commence à pleurer. Nous revenons au présent,
Woobin se retrouve dans une situation compliquée, changer ou rester qui il est. Mais les flashbacks semblent avoir eu un effet puisque son expression a changé. Puis il dit à Ambiol qu'il fera de son mieux. Il ferme les yeux et se concentre sur ce qu'il doit faire pour changer, et dit qu'il ne veut voir personne mourir à cause de lui. Des particules de mana commencent à émaner de son bâton de conjuration. En raison de la forte concentration de mana, l'atmosphère du lieu change également. Pendant que Kang se bat, le système notifie que quelque chose ne va pas. Le système continue de répéter à propos d'une erreur inconnue. Pendant ce temps, le mage commence à se concentrer à un niveau absurde. L'archer fait de son mieux pour protéger son compagnon. Il ouvre les yeux et voit tous ses amis faire de leur mieux. Kang est acculé par la fourmi, mais n'abandonne pas. Enfin, Woman va se réveiller et devenir la bête hors de sa cage. Sa magie est si puissante que tout l'endroit est consumé par des flammes brûlantes. Salamandre de Yosemite assez forte pour détruire toute la zone, et une chaleur infernale s'installe à l'intérieur de la grotte. S'avançant vers les ennemis de son invocateur, la salamandre ne s'arrête pas un seul instant. Plus de feu continue d'être libéré et répandu par la salamandre. Little Axe-chan est effrayé par ce qu'il voit. Cependant, la salamandre avance dans sa direction, ce qui l'effraie. Mais il n'est pas touché. Seul le tunnel d'où venaient les fourmis l'est. Notre MC est également impressionné par les capacités du petit mage. Il se retourne ensuite en réalisant ce que le traumatisme peut faire à une personne. Enfin, les choses ont changé pour le mage qui était autrefois considéré comme un fardeau pour le groupe. Pendant que Woobin se concentre sur la combustion de tout l'endroit, il est appelé. Le protagoniste lui demande d'effondrer le trou d'où viennent les fourmis et dit que c'est la seule solution. Malgré la puissance monstrueuse de Woobin, ce n'est toujours pas suffisant pour empêcher les fourmis d'avancer. Il est donc prêt à faire ce que notre héros a demandé, mais les fourmis sont déterminées aussi et ne veulent pas arrêter d'avancer. Cependant, l'un de ces monstres parvient à approcher le mage. Sachant qu'il ne peut pas tout laisser au garçon, le protagoniste se prépare également et active sa capacité de bouclier. Puis il lève son épée malgré la douleur et l'épuisement. Il frappe la fourmi soldat. Avec cela, la fourmi qui était concentrée sur le mage se tourne vers notre héros. Il semble capable de frapper à nouveau, ce qui lui permet de protéger Woobin. Maintenant en sécurité, l'invocateur commence à faire ce que le MC lui a dit de faire. Il parvient enfin à bloquer le passage pour que les fourmis ne puissent plus passer. Le protagoniste admire à quel point la magie peut être géniale avec autant de mana stocké. Mais la magie était si forte qu'ils doivent aussi sortir de là rapidement s'ils ne veulent pas être pris dans les débris. Luttant, Kang attrape Jung-chan et commence à courir aussi vite qu'il le peut. Pendant ce temps, l'archer l'appelle, lui demandant de se dépêcher. Tout l'endroit est de nouveau enterré. Il ne reste que des cadavres carbonisés. Dans un endroit sûr, loin du danger, le MC commence à soigner le membre le plus blessé de l'équipe. Kang est complètement épuisé, s'effondrant, mais toujours plus préoccupé par les autres. À cause de tout cela, Luca Bellino apparaît et appelle le MC. Il est choqué qu'elle soit apparue de nulle part. Elle dit que Kang a réussi le 6e test et devrait recevoir sa récompense. Le système affiche le statut actuel du MC après la récompense, et il sait à quel point il est difficile d'augmenter ne serait-ce qu'un seul attribut. Mais les récompenses ne sont pas encore terminées. Cependant, le protagoniste a une question pour la fille et demande pourquoi les tests entraînent d'autres personnes avec lui. Elle répond qu'il y a certains tests qu'il ne pourra pas terminer avec sa propre force, et que Woobin était essentiel pour celui-ci. Elle explique que les variables sont complètement aléatoires et complexes, tout comme l'entrée du mage dans le groupe. Elle continue en disant qu'il a mal compris s'il pensait qu'il serait plus facile de faire le test en solo, et qu'en fin de compte, tout n'est que son karma. Elle termine l'explication en disant que tout ce qu'il a à faire est de se taire et de se concentrer sur la réussite de tous les essais à venir. Faisant un geste de la main, elle demande s'il a compris, tandis que Kang se tient à l'arrière-plan avec une expression sérieuse. Elle dit ensuite que s'il a tout compris, il devrait revenir à la réalité tout de suite. Le groupe voyant que notre héros s'est levé est heureux et demande s'il va bien. Ne comprenant toujours pas tout à fait ce qui s'est passé, Kang demande s'il s'est évanoui à nouveau. Il demande pourquoi ils sont toujours là, et l'archer répond qu'ils ne peuvent tout simplement pas revenir en arrière, car la grotte est profonde de 10 mètres et ils ne peuvent pas l'escalader à cause de sa formation. Après avoir expliqué pourquoi ils ne peuvent pas partir, les gars disent que la meilleure option était d'attendre qu'il se réveille et de voir s'il avait quelque chose comme un trampoline. Ensuite, Jung demande à Ambule pourquoi quelqu'un aurait quelque chose d'aussi inutile, et l'archer répond que c'est juste une blague. C'est alors que Kang surprend tout le monde en disant qu'il a effectivement l'objet. Il demande pourquoi il a quelque chose comme ça, et Kang répond que c'est pour des situations exactement comme celle dans laquelle il se trouve. Little Axe-chan est surpris de voir que le MC transporte des articles d'appât à fourmis et un tas de parchemins aléatoires avec lui. Avant de se rassembler et de se préparer à sortir de la grotte, monter sur le trampoline et essayer de sauter aussi haut que possible. Ils font un deuxième saut encore plus haut, car le premier servait juste à prendre de l'élan. Enfin, au deuxième saut, ils ont réussi à sortir de la grotte. Depuis qu'ils ont quitté la grotte, l'objet commence à disparaître. Le système notifie que l'objet à usage unique a disparu de son inventaire. Ensuite, le groupe de Kang retourne au quartier général des chasseurs et signale l'échec, et avec cela, la division, reconnaissant l'erreur,
leur accorde l'accès à un nouveau raid. Les 3 autres ont décidé que cela ne devrait pas devenir un problème plus important, et ainsi l'affaire a été résolue entre eux. Malgré tout, le MC a peur car cela pourrait se reproduire à l'avenir, et s'il est découvert, il pourrait même être interdit. Pendant qu'il pense aux conséquences, quelqu'un lui prend la main et le salue. Il tourne son visage sur le côté et se demande pourquoi. Wu tenant la main de Kang demande s'ils peuvent faire le prochain raid ensemble, et qu'il travaillera encore plus dur pour ne plus être un fardeau dans un autre raid. Les mots de Wu Bin rendent notre héros heureux. Il répond qu'ils sont un groupe et ne devraient pas s'inquiéter. Avec cela, les 2 autres commencent à s'interroger sur le mot nous sommes, et il est expliqué que Kang utilise des mots étranges quand les choses deviennent gênantes. Jun Chan se souvient que Kang a mentionné qu'il n'avait encore signé avec aucune direction. Après la conversation au Hunter HQ, les gars se disent au revoir. Alors que Jun s'éloigne du groupe, il commence à appeler quelqu'un sur son téléphone. Ensuite, le bâtiment de l'administration Kiansan est montré à l'arrière-plan. On entend quelqu'un parler à l'arrière-plan en disant oui et qu'ils ont compris. La dame à côté de la femme plus âgée demande quel genre d'appel la ferait soupirer comme ça. Elle répond qu'elle parlait avec Little Axe Chan et qu'ils sont censés embaucher un chasseur de rang E. Surprise, l'autre femme demande ce qu'il pense dire quelque chose comme ça, et la première femme essaie aussi de comprendre. Avec la recommandation de Kang, la femme commence à faire des recherches et découvre qu'il n'y a pas si longtemps, il n'était rien de plus qu'un rang F. Elle se souvient alors que Jun lui a dit de ne pas juger sur la base des données, mais plutôt sur les capacités, et explique que le MC est le meilleur chasseur qu'il ait jamais vu. Elle sait que si elle n'aide pas les petits actes, cela deviendra un problème plus important plus tard à cause de son drame. Sur une feuille de recrutement, elle note que c'est une recommandation de Jong Chan-woo. L'imprimante commence à imprimer la recommandation de Kang. Un type la reçoit et se demande qui est la personne recommandée. Alors qu'il s'interroge sur le nom de Kang, son supérieur arrive et demande de qui il s'agit, disant qu'il n'a jamais entendu ce nom. Il demande à voir les papiers et est surpris de voir qu'un rang E a reçu une recommandation. Des figurants en arrière-plan disent que Min Yu cause encore des problèmes, et le superviseur répond qu'il n'ennuie personne. Le superviseur demande à Min Yu si Kang est la personne qu'il a essayé de recruter auparavant et qu'il a échoué. Puis il critique le pauvre type, disant que si notre héros réussit la sélection de Kinsan, ça va leur coûter cher parce que Min Yu n'a pas l'œil pour le talent. Sarcastiquement, l'autre type le remercie pour l'excellent travail qu'il a accompli. Après tant de critiques, il reste immobile sans répondre ni rien dire. Du moins, c'est ce qu'il semble jusqu'à ce qu'il commence à froisser le papier. Puis il transforme le papier en boule de déchets. Pendant ce temps, le personnage principal fait des tractions pour se muscler le dos et ne cesse pas de s'entraîner, même 1 minute. Une notification sonore interrompt son entraînement. Alors il met la main dans sa poche et prend son téléphone pour voir ce que c'est. La notification est accompagnée d'un lien à ouvrir. Le lien lui-même a été envoyé par Wang Simi et est juste un autre lien qui a été envoyé fréquemment. Avec ça, Kang commence à penser que s'il devient rangé, il sera envoyé dans différents endroits. Alors il serre fort son téléphone et demande à ce que tout le monde reste en sécurité. Pendant ce temps, la flotte de Rangers se dirige vers le champ de bataille. Tout le monde est tendu à propos de ce qui va se passer là-bas, y compris le type que le personnage principal a aidé. Ils arrivent sur le lieu de la bataille, et tout le monde descend du camion. Le lieutenant dit que la mission des gars est de secourir les civils et d'éliminer les monstres, et qu'ils ne doivent pas baisser leur garde. Parce que s'ils le font, leurs coéquipiers pourraient mourir. L'équipe d'extermination fait son travail efficacement. Les moules mutantes tombent un par un. Même si la destruction se propage, les monstres diminuent progressivement. En arrière-plan, quelqu'un crie aux soldats de se déplacer vers le prochain emplacement, et ils le font. Les soldats commencent à se repositionner. Ils patrouillent dans la zone pour vérifier si elle est sûre et pour trouver des civils ou des monstres. Un soldat vigilant commence à penser à la haine qu'il ressent pour les gnolls. Mais malgré l'inspection de la zone, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des monstres juste au-dessus d'eux. En raison du mouvement des créatures, les rochers commencent à tomber. Le combattant remarque alors, et pleure les gars que les monstres viennent de la partie supérieure de la zone. Avec ça, il tire sur les créatures et on leur dit de n'en laisser aucune s'échapper. Tout l'endroit commence à s'effondrer à cause des balles et des gnolls. Un des gnolls essaie de fuir, mais un rocher tombe dessus. Un nuage de fumée s'élève à cause des débris, causant une faible visibilité. Les soldats, toujours avec une faible visibilité, parviennent à entendre le cri de son camarade, qui est attaqué par le monstre. Mais malgré le danger, le soldat parvient à bloquer la morsure du monstre en lui enfonçant son arme dans la bouche. Alors son camarade tend une main et commence à tirer son ami. Sortant de sous le monstre, le combattant Shinsik dit que c'est la raison pour laquelle il déteste Knowles. Après l'épreuve qu'ils ont traversée, le lieutenant leur a demandé de fouiller la zone et de signaler immédiatement s'ils trouvent plus de gnolls. Shinsik part en patrouille dans les environs, toujours en état d'alerte. Le type devant eux remarque quelque chose de mal, alors il s'arrête un instant. Il tourne son visage sur le côté pour voir ce que ça pourrait être et est choqué. Alors Sean demande à son commandant Park ce qui se passe là-bas. Park répond qu'il devra quitter la formation pendant quelques minutes, car avant de venir au lien E, il a reçu un message de son frère disant qu'il se dirigeait vers les abris, mais l'endroit où il est allé n'est pas sûr. Alors Sean lui demande au moins de le signaler à leur supérieur,
mais Park dit que cette zone n'est pas sous la deuxième compagnie, mais plutôt la troisième. Shin essaie de discuter, mais ça n'aide pas beaucoup. Par conséquent, le type demande de la compréhension, disant que si c'était la grand-mère de Shin, il ferait probablement la même chose. À cela, Shin répond que ce n'est pas le problème. C'est que Park essaie d'entrer seul dans une zone dangereuse. Avec ses arguments, Park semble hésiter un peu. Cependant, malgré sa compréhension, Park fait le contraire de ce que dit son ami et se dirige vers la zone de danger. Sans grand-chose qu'il puisse faire, Shin regarde son camarade courir vers l'endroit où il doit aller. Il court aussi vite qu'il le peut pour arriver rapidement et garder sa famille en sécurité. Cependant, son ami apparaît courant à côté de lui et dit qu'il ne peut pas le laisser partir seul. Alors Park met en garde contre le danger et demande à Shin de retourner dans la zone de sécurité. Juste après les mots de son commandant, l'autre type répond que peu importe où il va parce que Shin y va aussi. La seule raison pour laquelle il accompagne son ami est parce qu'il pense que Kang ferait la même chose.